Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus. Si vous nous regardez via notre chaîne YouTube, vous voyez que, comme à l'habitude, je suis accompagné par Marc-André Chaloux et ensemble, on va mettre la table pour la saison 2026 du côté de la section Est de l'association américaine. Marc-André, alors les Jets, les Dolphins, les Bills, les Patriots. On va discuter de tout ça, des joueurs qui ont quitté ces formations, des nouveaux venus. On va y aller de quelques prédictions aussi. Puis naturellement, Marc-André, tu vas également nous dresser un portrait fantasy football pour chacune des quatre équipes. Deux équipes qui risquent de participer aux éliminatoires, une équipe qui était finaliste du dernier Super Bowl et deux équipes Oui. qui sont, disons-le, Didier, en reconstruction. Si on regarde le classement pour nous remémorer la saison Oui. 2025, Didier, Rafraîchir les la mémoire. Patriots de la Nouvelle-Angleterre avaient terminé au premier rang avec une fiche de 14-3. Les Bills de Buffalo au deuxième rang à 12-5. Les Dolphins à 7-10 au troisième rang. Et pour fermer la marche, oui, les Jets de New York, une piètre fiche, pitoyable fiche de 3-14. Ouais. Aucune interception pour les Jets en 2025. J'en reviens toujours pas de ça. Ils n'ont pas été capables de mettre Bon, les c'est toi mains qui voulais sur dire un la stats. ballon. C'est c'est vraiment incroyable. Non, mais c'est vraiment incroyable, Marc-André. J'en reviens toujours pas, en tout cas. Ma première prédiction, c'est qu'ils vont réussir au moins une interception cette année, les Jets. Puis c'est la première équipe dont on va parler justement de la section S de Exact. l'américaine. Alors, commençons avec les Jets de New York. Didier, 10 saisons avec une fiche perdante de suite et 15 saisons sans Faut le participation faire, hein? éliminatoire. C'est la plus longue séquence active des 4 sports majeurs, imagine-toi donc. Didier, on avait 3 choix de première ronde en 2025. On a fait le plein de talent du côté des Jets. On a repêché notamment David Bailey, l'ailier défensif, avec le deuxième choix au total. On a également repêché en première ronde Omar Cooper, le receveur de passe, et Kenyon Sadiq, l'ailier rapproché. Et commençons justement, Didier, Mhm. à parler par l'attaque, mais avant tout, on va regarder le tableau des départs et des arrivées du côté des Jets. Alors, on regarde du côté des départs, ben Justin Fields, le corps arrière, et l'arrivée, c'est vraiment la grosse arrivée. C'est celle de Geno Smith, Didier, et ça nous amène à Le parler de l'attaque retour. des Jets. Le Le retour de retour Geno de Geno Smith. Smith, Ben exactement, oui, il a exactement. commencé sa Ça, carrière ça avec les Jets, ancien choix de deuxième ronde. Et ça m'amène à te parler de Geno Smith, Didier. Est-ce qu'on va revoir le Geno Smith qui était avec les Seahawks au cours des dernières années ou celui qui était, disons-le, pitoyable avec les Raiders de Las Vegas la saison dernière? Ben, moi, j'ai tendance à dire qu'on va avoir un Geno Smith qui va plus ressembler à celui des Seahawks de Seattle. Parce que l'année dernière, écoute, les Raiders, c'était une vraie catastrophe, là. Leur ligne à attaque, elle était pourrie, elle était démunie de talent. Et en plus de ça, c'est le fils de Pete Carroll qui était l'entraîneur de cette unité. Il n'avait pas d'affaire là. Geno Smith, oui, écoute, ça a été misérable comme saison pour lui, mais il se faisait tabasser, Marc-André. C'était fou, là. À chaque recul de passe, il y avait un joueur dans le visage. S'il ne se faisait pas frapper, je me dis que ça peut pas être aussi pire que ça, il me semble. Et les Jets, ben, eux, ils sont pas démunis de talent, justement, comme l'étaient les Raiders. On a une bonne ligne à l'attaque du côté des Jets de New York. Tu sais. Les deux bloqueurs sont des anciens choix de première ronde avec Membu et Fashanu. Donc, je pense qu'il va être mieux entouré. Puis, tu as mentionné les joueurs qu'on a repêchés du côté de l'attaque. Tu sais, souviens-toi, l'année dernière, mis à part Garrett Wilson, on n'avait pas grand-chose à la position de receveur et Wilson a raté une bonne portion de la saison en raison de blessures. Alors, tu as mentionné le nom d'Omar Cooper qu'on a repêché, ancien receveur de passe de l'Université d'Indiana, Kenyon Sedick, Élie rapproché, très explosif. Et puis, naturellement, bon, je n'ai même pas parlé de Brees Hall, porteur de ballon étoile. Donc, c'est ça. Tu sais, on a du talent du côté des Jets, en particulier du côté de l'attaque. Je crois que le DG fait vraiment du bon boulot depuis qu'il est en poste. Alors, moi, je m'attends à voir un Geno Smith amélioré comparativement à ce qu'on a vu la saison dernière du côté des Raiders. Tu n'as même pas parlé de Garrett Wilson également, le receveur Oui, j'ai étoile du mentionné côté son des nom. Oui, Jets oui. de Ben, New il est York. toujours présent, oui. Tu le dis? Oui, oui, j'ai Ah, mentionné le fait. écoute, Oui, oui, ben, hey, tu m'écoutes même pas. Tu vois, là? Je pensais que tu m'écoutais. Tu m'écoutes même pas. Il a raté ça, j'ai dit, il a raté une bonne portion de la saison de l'année dernière. Tu te souviens-toi, il s'était blessé, puis on n'avait rien d'autre derrière lui. Alors, c'est je ça. Je reviens pense de qu'on a réussi vacances, à laisse-moi une rehausser le niveau chance. de talent. Oui, oui, c'est vrai, quand même, là. C'est pas un Non, retour au travail mais progressif que tu as, là. j'ai hâte de voir parce qu'on a un nouveau coordinateur offensif. On n'en a pas parlé d'entrée de jeu avec les Jets, en Frank Wright. Frank Wright, Didier,
Ça avait bien commencé pour lui, hein. On se souvient, avec les Eagles, il avait mené, il était le coordinateur à l'attaque lorsque les Eagles avaient gagné le Super Bowl, le fameux Super Bowl de Nick Foles, là, avec Doug Peterson au poste de quart. Par la suite, c'était en aller comme entraîneur-chef des Colts d'Indianapolis, avait combattu le cancer. On se souvient qu'à ses débuts à Indianapolis, ça allait bien du côté des Colts d'Indianapolis. Ça s'est moins bien terminé par la suite. Puis, écoute, son passage ensuite avec les Panthers de Caroline, ça a été un fiasco lamentable pour Frank Wright. Il a été obligé, de retourner dans les rangs universitaires avec Stanford. C'est là qu'il était la saison dernière. Mais Frank Wright, j'ai hâte de voir parce qu'on a choisi Frank Wright du côté des Jets. On n'a pas suivi la tendance là, dans la NFL d'aller vers des coordinateurs offensifs jeunes et dynamiques, disons. Mais Frank Wright, on a choisi plutôt l'expérience. J'ai hâte de voir parce que les attaques de Frank Wright, c'est des attaques, disons, de timing, de chimie, de synchronisme. Puis je pense que c'est une attaque, si elle est bien maîtrisée par Geno Smith, je pense que ça pourrait fonctionner là, du côté des Jets. Ouais, on a été conservateur, je trouve, de la part du côté d'Aaron Glenn. Exact. Avec son choix de Frank Reich, mais étant donné qu'Aaron Glenn se retrouve sur un siège éjectable, ben, il est allé avec un entraîneur probablement avec qui il a déjà une relation, qu'il connaît déjà. Mais moi, ça m'a laissé sur mon appétit, mais je comprends son choix. Parce que, tu sais, on ne peut pas avoir une saison catastrophique comme l'année dernière là, du côté d'Aaron Glenn et des Jets, parce que sinon, ben, ça va être la dernière année d'Aaron Glenn à la barre de l'équipe. Souviens-toi, l'année dernière, lorsque la saison régulière s'est terminée, on se disait, est-ce que Glenn va même être de retour pour une deuxième saison? Est-ce que ça va juste être une année et c'est terminé? Parce qu'il en a fait des erreurs de coaching. Je me souviens d'un match Mhm. à Londres, la fin de la première demi. On avait diffusé cette rencontre-là. Il avait cafouillé. Tu sais, il semblait être dépassé par les événements. Tu sais, puis ça, c'est sans parler de certains de ses commentaires envers les membres des médias. Tu sais, c'est comme il ressentait la pression, là, clairement, Aaron Glenn. Alors, j'espère que là, tu sais, l'expérience, le métier, va être rentré, puis qu'on va voir un Glenn en meilleur contrôle de ses émotions lorsqu'il va s'adresser aux médias. Lorsque l'entraîneur-chef, Marc-André, parle aux médias, tu t'adresses à l'équipe au complet, parce que les joueurs regardent les points de presse. Puis quand ils voient un entraîneur qui prend en contrôle de ses émotions, en tant que joueur, tu sais, tu te demandes, OK, là, est-ce qu'on a la bonne personne en place à titre de leader de l'équipe? Ça amène des questions du côté des joueurs, je crois sincèrement. Alors, moi, c'est ça que j'ai hâte de voir, parce que Aaron Glenn, on est à New York. On ne sera pas patient, Marc-André, si on n'est pas en mesure d'avoir un bon début de saison du côté des Jets, si on ne démontre pas qu'on a une formation améliorée, parce qu'encore une fois, le DG, il a fait le travail afin là, d'ajouter des joueurs qui ont le potentiel d'être des joueurs vedettes au sein de l'attaque en particulier. Exact. Si on parle de la défense, on a un nouveau coordinateur défensif en Brian Dooker, pardon, oui, mais c'est justement Aaron Glenn qui va appeler les jeux en défense. On avait dit de Aaron Glenn que c'était vraiment un génie de la défense. On s'en souvient là, de l'époque où il était le coordinateur défensif des Lions, entre autres, plus récemment. Mais l'année dernière, ça a été un fiasco. Tu l'as mentionné, aucune interception. On a ajouté, Didier, beaucoup de vétérans, beaucoup de leadership à cette défense-là, de Oui. Mario Davis, 37 ans, Minka Fitzpatrick, 108 ans aussi. T'as Sweat, Joseph Ozai. On pourrait avoir 8 nouveaux partants sur la défense. Là. Puis j'ai même pas parlé de David Bailey, qu'on a repêché deuxième au total, et de la recrue également d'Angelo Pond, qu'on aime comme à titre de demi de coin. Oui, non, c'est ça. Pounds, écoute, c'est un clone d'Aaron Glenn. Tu sais, il a exactement le même style qu'Aaron Glenn avait. C'est un petit demi-coin. Il va jouer à la position de demi-coin intérieur, là, à la position de Nicole, mais il n'est pas poltron. Tu sais, il s'amène comme un missile en support de course. Tu sais, il était un des piliers de l'unité défensive des Hoosiers qui ont remporté le championnat national. D'ailleurs, il avait vraiment bien joué lors des rencontres éliminatoires. Mais comme tu as dit, ouais, c'est ça, on a amené des vétérans. On a amené des vétérans pour stabiliser cette défense-là. Alors, sur papier, les Jets ont vraiment l'air d'être une équipe améliorée, mais c'est au niveau du coaching, Marc-André, d'Aaron Glenn, de Frank Reich, le fait que Glenn va sélectionner les jeux en défense, pour moi, Aaron Glenn a encore tout à prouver, mais c'est ça, il y a plus de talent, mais est-ce qu'on sera une meilleure équipe? C'est ce que j'ai hâte de voir du côté des Jets. Mais est-ce que tu penses que justement le leadership, l'espèce de changement de culture qu'on veut implanter, ça va fonctionner? On a signé des gars comme DeMario Davis, là, je le disais, 37 ans, puis écoute, on rajeunit pas, là, il y a des risques de blessures, ça pourrait tourner au vinaigre, non? Ouais. Ouais, ben, ça en fait un peu comme le choix de Frank Reich comme un coordinateur en attaque. Tu sais, on est allé avec des joueurs qui se sont déjà prouvés dans la NFL, mais comme tu dis, par contre, on s'est vieilli. Mais on a plusieurs jeunes aussi, là.
Donc, ça prend un joueur comme de Mario Williams, c'est pour montrer la voie justement à ces jeunes joueurs-là. La question de savoir à 37 ans, est-ce qu'il va lui rester de l'essence dans son réservoir? L'année dernière, il a quand même connu une bonne saison avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Mais on a beaucoup de jeunes joueurs. Ça prenait des vétérans pour les entourer. On va voir si cette recette-là va fonctionner du côté de New York. Imagine, on avait laissé partir le compteur à l'attaque Mike Lafleur à une certaine époque pour embaucher Nathaniel Hackett, un gars d'expérience. Ah Ça a ouais. fonctionné, hein? Ça, Didier. Ouais, mais ça, c'est J'espère qu'on fera pas le sous le même. régime précédent. Ouais, mais ça, Ouais, exact. c'est pour Aaron Rodgers. Nathaniel Ouais, Hackett, le bon ami d'Aaron Rodgers. Tu sais. Ça fait pas si longtemps que ça. exactement. C'est fou comment tout a changé au sein de l'organisation des Jets, hein. Et si on regarde maintenant les Jets, le total de victoires, le fameux over-under cette saison, Hmm. il est à 5,5 victoires, Didier. Et j'ai pris la balle au bon parce que là, tu me fais toujours parler en premier dans ces choses-là dernièrement. Fait que je me suis dit, si je prends la balle au bon, c'est toi qui vas te mouiller en premier. Ah, Donc, ah, ah. Ah oui. 5,5 victoires. Oui, Ouais, pour les Jets. Ben écoute, tu le vois, j'ai beaucoup de doutes là, concernant New York, hein. Tu sais, je viens d'en parler du groupe d'entraîneurs, puis c'est la raison pour laquelle je vais y aller avec moins. OK, du côté des Jets de New York, moins de 5 victoires et demie. J'ai besoin de voir une preuve qu'Aaron Glenn sait ce qu'il fait en tant qu'entraîneur-chef. OK, l'année dernière, lors des 17 matchs, ça n'a vraiment pas été concluant. Il a été désastreux, donc j'ai besoin de le voir, Marc-André. Puis, s'il n'est pas en mesure justement de livrer la marchandise, ben, il va avoir un nouvel entraîneur-chef du côté de l'organisation des Jets en 2027. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, c'est ça, j'y vais avec moins. Toi, plus ou moins 5 victoires et demie pour les Jets en 2026. ma tête dit moins, je vais dire moins. Mais si tu m'avais demandé Ah de oui? faire une prédiction audacieuse, je dirais que je serais peut-être pas surpris de voir les Jets tourner autour. On peut pas jouer pour 500 dans la NFL parce qu'on la saison régulière des matchs impairs, mais pourrait plus tourner autour du 500 là, de 7, Hmm. 7, 8 victoires. Mais écoute, je vais me servir de ma tête, je vais me servir de ma logique. Là, puis je pense que si on atteint le plateau des 5 victoires, ça va être beau du côté des Jets. Hey, on n'a même pas parlé de Will McDonald. Là. J'ai hâte de voir, moi, en défense, le duo Bailey-McDonald, comment que ça va Oui. terroriser les quarts adverses. J'ai hâte de voir ça. On a quand même un bon front défensif aussi du côté des Jets. Ouais, mais j'ai hâte de voir ça aussi, Marc-André, mais pour des raisons différentes. Parce que McDonald et Bailey, oui, ce sont des bons chasseurs de cartes. On va voir si Bailey va être un bon chasseur de cartes au niveau de la NFL. Il était excellent à Texas Tech la saison dernière. Mais Bailey, contre la course, toutefois, il se faisait déraciner, il se faisait reculer. Ça, c'est vraiment une faiblesse. Puis moi, personnellement, ça m'inquiète. J'en avais parlé à l'époque du repêchage lors du printemps. Parce que naturellement, les joueurs de ligne à l'attaque du côté de la NFL sont plus gros, sont matures physiquement. Et Bailey, je l'ai vu trop de fois se faire reculer. Je l'ai vu trop de fois pas être en mesure de s'ancrer contre la course assez pour trouver ça alarmant. Alors, je ne mets pas en doute ses talents de chasseur de quart, mais si tu es en mesure de chasser le quart, tu dois arrêter la course d'abord avant tout. Et McDonald, là, il a ajouté du poids à sa charpente depuis qu'il a été repêché par les Jets. Mais lui aussi, c'est pas sa force contre le jeu au sol. Alors ça, c'est ce que je vais surveiller autant du côté de Bailey que de McDonald. Parce que si on ne peut pas arrêter la course, on ne va pas se retrouver en troisième et long, puis on ne sera pas en mesure justement de chasser les carrières adverses. J'ai hâte de voir ça, mais comme on dit du côté des Jets, là, le constat qu'on peut faire, je faisais une comparaison que c'est peut-être un peu comme les Browns de Cleveland. On semble avoir des bons éléments en place. Reste maintenant à se trouver notre Hmm. carrière de concession. Ça va peut-être arriver en 2027. Je pense que c'est dans le plan, c'est ça le plan des Jets, là, c'est de Ben, se trouver un corps arrière en 2027 parce qu'on n'a pas voulu y aller d'un grand splash là, en 2026 à prendre une chance avec des Ty Simpson de ce monde. Je pense qu'on a un quart arrière pont en Geno Smith, puis on va essayer de se dénicher notre quart de concession dans le prochain repêchage. ah, j'aime cette comparaison-là, parce qu'elle est très bonne. Parce que comme les Browns, les Jets ont bien repêché lors des dernières années. Tu sais, puis, mais l'affaire, c'est qu'on n'a pas de carrière. Puis bon, l'entraîneur-chef, là, j'en ai parlé en long et en large, représente un point d'interrogation, mais c'est vrai, il y a des similitudes. Ce sera intéressant de les comparer durant la saison, tu sais, afin de voir quelle équipe va terminer avec une bonne fiche, la meilleure fiche, en fait. Mais ouais, non, non, tu as raison, c'est une bonne comparaison, puis c'est ça. On n'a pas de carrière d'avenir. Quoi qu'on a repêché Klubnik en quatrième ronde, ancien carrière des Tigers de Clemson, euh, pareil date l'année dernière. Tu sais, on parlait de Klubnik potentiellement comme un choix de première ronde. Les Tigers n'ont pas une bonne saison. Puis Klubnik aussi, naturellement, il n'a pas bien joué l'année dernière, mais il a un certain potentiel. Alors, on va voir.
Si jamais Geno Smith ne joue pas bien, peut-être qu'il pourra obtenir une opportunité, mais il y a quand même une raison pourquoi il a été un choix de quatrième ronde. Alors, ouais, on va sûrement repêcher un carrière en première ronde l'année dernière. Bref, on verra bien. Mais écoute, si tu le veux bien, on va se tourner maintenant du côté du volet Fantasy Football pour les Jets de New York. Parce que, comme on l'a dit, il y a des joueurs talentueux au sein de l'attaque des Jets. Et puis, ça, on peut être mieux organisé. Et surtout, maintenant qu'on va miser sur un vétéran carrière, je me dis que l'attaque des Jets devrait être plus productive qu'elle l'a été l'année dernière, en commençant par Brees Hall, qui a été récompensé durant la saison morte avec une prolongation de contrat. Il a quand même obtenu 1400 verges la saison dernière totale. Là, je parle, Brees Hall, c'est quand même non négligeable, si tu veux mon avis. 5 touchés, c'est sûr qu'avec les Jets, ça a passé un peu dans le beurre. Le problème, Didier, là, c'est un complément que je veux apporter à tantôt. Tu parlais à quel point Brees Hall, c'est un excellent joueur. L'année dernière, Didier, il a été ciblé seulement 48 fois dans le jeu aérien. Et on sait que Brees Hall, il est excellent dans le jeu aérien. Sa moyenne est de 8,7 verges par réception durant sa carrière. Ça, c'est comparable, pour te donner une idée, à Bijan Robinson et Christian McCaffrey. Sauf qu'on l'a ciblé seulement 48 fois en 2025 après l'avoir ciblé 76 fois l'année précédente et 95 fois il y a 2 ans. Donc, moi, j'espère du côté des Jets que Frank Reich va utiliser les mains de Brees Hall parce que c'est une arme quand même assez impressionnante. C'est un gars qu'on peut utiliser dans le jeu aérien sur 3 essais. J'ai bien hâte de voir parce que si c'est le cas, si on augmente justement le volume de passes envers Brees Hall, mais ça va faire augmenter sa valeur fantasy. C'est un choix de 3e ronde en ce moment, Brees Hall. Je suis quand même optimiste, Brees Hall, en ce moment. Choix de 3e ronde, je déteste pas ça au niveau fantasy. Ouais, Il pourrait se retrouver dans quelques-unes de mes équipes lorsqu'il va arriver le mois de septembre. ben pourquoi pas, Marc-André? Tu sais, avec la ligne à l'attaque qu'ils ont, les Jets, on en a parlé, il y a du talent au sein de cette ligne à l'attaque-là. Si on peut être capable là, de déplacer les joueurs de la ligne défensive, moi, je ne suis pas discuté à m'imaginer de voir Brees Hall connaître une bonne saison. Parce que, comme tu l'as dit, il a été un des rares points positifs de l'attaque new-yorkaise l'année dernière, mais ça a passé sur le radar en raison bon, de l'affiche de l'équipe. Là, tu as Garrett Wilson qui est en santé. Garrett Wilson, depuis le début de sa carrière, il n'a jamais vraiment joué avec un bon carrière. Bon, Aaron Rodgers, c'était plus le grand Aaron Rodgers lorsqu'il était à New York. On sait qu'il s'est blessé et tout. Ça a souhaité qu'il va être en mesure de développer de la chimie avec Geno Smith parce qu'il est talentueux, Garrett Wilson. 395 verges et 4 touchés lors des 6 premières semaines l'année dernière, Garrett Wilson. Les Jets, 29e attaque de la Ligue. Bon, avec un carrousel de carrière, ça n'a pas été toujours facile pour Garrett Wilson. Il avait un rythme de 169 cibles dans une saison. 169 ballons, là, c'est énorme. C'est une production de receveur élite. Évidemment, Garrett Il n'y en avait pas Wilson, il y a un d'autres. petit, non, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr que vous allez acheter un petit peu. Vous allez l'avoir. Il y a un rabais en ce moment sur Garrett Wilson dans les rangs fantasy. Il est un choix de début de 4e ronde. Dans les alentours, on retrouve Lab McConkey, Emeka Egbuka, entre autres. J'aime beaucoup Garrett Wilson. Je pense que justement, Geno Smith, c'est un corps qui va justement en format PPR, là, format où on obtient un point de plus pour un attrapé. Je pense qu'il pourrait rapporter des dividendes. Et maintenant, Kenyon Sedic, l'ailier rapproché, l'ancien des Ducks de l'Université d'Oregon, qui, lors du camp d'évaluation de la NFL au mois de février, lors du fameux Combine, écoute, les chiffres qu'il a été en mesure là, de démontrer, là, je parle de son chrono 40 verges, son saut vertical et tout, ça a possiblement été le meilleur camp d'évaluation de toute l'histoire de la NFL à la position d'ailier rapproché. La question de savoir, est-ce qu'il pourra devenir un joueur productif au sein de l'attaque des Jets? Ben, il a couru le 40 verges le plus rapide de l'histoire là, pour un ailier rapproché. C'est un super athlète, comme tu l'as dit, mais seulement 560 verges et 8 touchés. Il n'y a pas une grosse production à Oregon la saison dernière. Moi, ça me refroidit un petit peu, Ben oui, par contre. 8 Et touchés, en c'est bon. plus, C'est plus au niveau des verges, ouais. ouais, Ouais. exact. Son niveau de verge, on dit que c'est un super athlète. On questionne, par exemple, ses habiletés à bloquer aussi, à être disponible sur tous les jeux. Surtout qu'on a Mason Taylor également du côté des Jets, qui a connu quand même une saison recrue acceptable, si vous voulez mon avis. En plus, Kenyon Sedic ne s'est pas entraîné dans les OTAs, là, les camps obligatoires, parce qu'il se remettait d'une hernie. Ça, c'est une chose à noter également. Ouais, il a été C'est un choix de opéré, c'est 14e vrai. ronde en ce moment.
C'est un choix de 14e ronde en ce moment. Je te dirais que c'est. Je pense pas que. Ben, vous n'allez pas repêcher Kenyon Sedic, mais je pense que peut-être le voir évoluer au camp d'entraînement, le voir en santé. C'est sûr qu'on va le voir capter des spirales au ralenti là, sur les réseaux sociaux des Jets, Kenyon Sedic, mais je pense pas que ça sera un ailier rapproché que vous allez sélectionner dans vos repêchages, à moins qu'il enflamme la twittosphère là, au cours des prochaines semaines. Mais c'est un gars avec qui est hyper talentueux, qui a du talent, qui est athlétique, à garder un œil dessus. Je pense pas que ce sera le même effet que Harold Fanning la saison dernière. Je pense qu'on a plus affaire ici à un gadget à la position de l'ailier rapproché. Choix de 14e ronde. Comme vous pouvez le savoir, écoute, c'est un gars qu'il faut juste garder un œil dessus. Il faut l'avoir à l'œil pour ensuite prendre des décisions peut-être plus tard en cours de saison. Marc-André, tout ce que ça prend, là, c'est un jeu spectaculaire lors des matchs préparatoires. Tu sais comment c'est. Là, après ça, la valeur augmente. Là, tout le monde va se Mhm, garrocher dessus, si tu me permets l'expression, lors des repêchages. En plus, mhm, des spirales au ralenti, des vidéos là, qui mhm. font paraître, qui font bien paraître tout le monde. Mais ouais, on va garder un œil, on va suivre ton conseil, on va garder un œil sur Kenyan Sedic lors du camp d'entraînement. Ben écoute, on va y aller maintenant avec les Dolphins de Miami. Et les Ouf. Dolphins, bon, ouais, c'est ça, hein. On a fait le ménage du côté de Miami durant la saison morte. Puis il fallait le faire aussi, là. On a raté les éliminatoires lors des 7 des 9 dernières saisons. Tu as parlé d'un nouveau Mhm. régime. On a été pigé dans la cour des Packers de Green Bay. John Eric Sullivan, le nouveau DG, vient des Packers. Il a embauché Jeff Affleck, qui était le coordinateur défensif des Packers, il est maintenant l'entraîneur-chef. Bobby Slowick, qui était le coordinateur offensif des Texans de Houston, est maintenant le coordinateur offensif à Miami. On veut bâtir par le repêchage du côté de Miami, non pas via les joueurs autonomes, contrairement à au régime précédent. Je pense que c'est une bonne idée. On veut également plus de physicalité, plus de joueurs imposants, peut-être au détriment de la vitesse et de la finesse là, des équipes qui caractérisaient celle de Mike McDaniel, qui d'ailleurs est parti. Par où commencer? Par l'attaque, Didier, parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Tua Tagovailoa est parti, le quart arrière, remplacé par Malik Willis, qui justement lui aussi provient de Green Bay. On voit justement à l'écran le tableau de départ et des arrivées. Les départs, on les voit. Tyreek Hill, Jalen Waddle, c'est la fin d'une époque. Et les arrivées, Malik Willis, bon, tout à 12, Jalen Tolbert. Ce sera difficile du côté. On a repêché Caden Proctor également sur notre ligne à l'attaque. Mhm. 25e pour les points par match l'année dernière, les Dolphins. 26e pour les verges par match en attaque. Il fallait faire un changement et il a été drastique. Ouais, on était rendu là. Tu sais, on a essayé, tu sais, sous l'ère Mike McDaniels avec Terry Kill et Jalen Waddle, mais au bout du compte, et toi, bien sûr, au bout du compte, on n'a rien gagné. On a rien gagné. Tu as parlé du fait bon, qu'on n'a pas beaucoup participé aux éliminatoires lors des dernières années. Alors, moi, j'endosse cette décision-là. Du côté des Dolphins, il fallait peser sur le bouton reset, comme on dit. On devait recommencer à neuf. C'est ce qu'on fait. Maintenant, la question de savoir est-ce qu'on va avoir du succès? Si on en a, ce ne sera pas cette année, par contre. Là. On s'entend là-dessus, je pense, Marc-André, parce que, Oui, tu on sais, on s'entend vient de là-dessus. parler des Jets. C'est ça, on vient de parler des Jets. Tu sais, les Jets, malgré leur mauvaise fiche, c'est une équipe qui avait du talent l'année dernière. On en a même ajouté cette année. Mais les Dolphins, ça, c'est une équipe qui est complètement démunie de talent. Ça, c'est une formation qui a fait faillite en termes de talent parce qu'on a vendu nos actions. On dit qu'on repart à neuf. Alors, ça va être une année de misère. On va voir ce que ça va rapporter en 2027 et 2028 du côté de l'organisation de Miami. Mais la question pour les Dolphins, je pense vraiment, Marc-André, parce qu'ils ne vont pas participer aux éliminatoires, est-ce que Malik Willis peut s'avérer être la réponse à la position de carrière? Mais en même temps, c'est pas comme s'il avait des cibles de choix là aussi. Là. Exactement. Exactement. On lui a donné un contrat de 3 ans de 67,5 millions de dollars. C'est un contrat quand même, vous allez me dire, c'est cher pour Malik Willis, mais c'est un contrat abordable là, pour un carrière numéro 1 dans la NFL en 2026. J'ai hâte de voir, Didier. Moi, il m'intrigue Malik Willis parce que justement, ça a été un fiasco avec les Titans, mais depuis qu'il est avec Green Bay,
on voit là, les fervents de statistiques avancées. Là, ces statistiques sont quand même éloquentes en termes. C'est un quart précis qui a amélioré sa précision, qui n'a pas eu la fou, en fait, qui a été excellent dans les quelques Ah, il a bien matchs ou fait, quelques ouais. séquences qu'on l'a vu l'année dernière. Mais c'est ça. Qui émergera comme receveur de passe numéro un? Ça, c'est la grande question. En ce moment, dernièrement, je lisais des rapports là, en provenance de Miami qu'on disait que c'est Jalen Tolbert potentiellement qui a la meilleure chimie avec Malik Willis en ce moment. Mais Oh boy. écoute, Jalen Tolbert, Tutu Atwell, Malik Washington, on a repêché 2 jeunes receveurs aussi, Caleb Douglas et surtout Chris Bell, là, qu'on dit que s'il n'y avait pas eu de problème hors terrain, il serait peut-être un choix de première ronde. Euh, j'ai bien hâte de voir. À tout le monde, il y a un receveur qui va émerger de ce groupe-là. Mais écoute, en ce moment, là, je peux pas te dire lequel. Puis écoute, en fait, c'est un peu ça avec l'attaque au grand complet. On sait juste pas de quoi elle aura l'air euh, en septembre. Hey, là, lorsqu'on parle que potentiellement receveur numéro un, ça serait Jalen Tolbert, ouf, ben là, ça en dit long, là, ça veut tout dire là, sur la situation des Dolphins. Donc, c'est ça, moi, je me demande comment Malik Willis va faire pour se mettre en évidence. Au moins, la ligne à attaque n'est pas mauvaise, elle est loin d'être mauvaise, en fait, là, du côté des Dolphins. On a repêché Caden Proctor, un produit de l'Université d'Alabama, qui est un bloqueur, mais lors des minicamps, il s'entraînait à la position de garde à gauche. Et il semble que c'est ça le plan du moins pour sa première année avec les Dolphins, c'est de l'utiliser à la position de garde à gauche, qui n'est pas vraiment, c'est pas vraiment fou, parce que on a un bon centre du côté de Miami. Alors, si on peut bien protéger à l'intérieur Malik Willis, pour pas qu'il y ait constamment des joueurs qui arrivent rapidement dans son visage, jumelé au fait qu'il est athlétique, il peut se déplacer, ben là, ça pourrait augmenter les chances de Willis de connaître du succès. Une chose est certaine, devant Nathan, Marc-André, il va être occupé cette année-là. On lui a donné une prolongation de contrat. Il est de loin le joueur le plus talentueux de l'attaque des Dolphins. Effectivement, il sort d'une saison là, de 1350 verges au sol en 2025. Et je Hmm. suis pas mal convaincu, Didier, que si on a une bonne ligne à l'attaque, si on bloque bien pour lui, il va en avoir davantage en 2025. Écoute, il va être. Je serais même pas surpris. Mais en fait, je serais pas surpris de te dire qu'il va probablement, potentiellement mener les Dolphins aussi pour les réceptions cette année devant H.N. Il va être vraiment la pierre angulaire de cette attaque-là. J'ai bien hâte de voir jusqu'à quel point, là, c'est quoi son plafond à Devon Chan, parce qu'il aura toutes les opportunités de se faire valoir cette année avec les Dolphins. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir. Je l'ai dans un pool keeper, là, puis c'est mon keeper, Hmm. puis je suis quand même assez emballé par la saison de Devon Chan. Il faudrait justement que les Dolphins ne tirent pas trop de l'arrière là, pour dans les matchs pour qu'on se mette à passer. Quoique, il est vraiment utile dans le jeu aérien aussi. Bref, j'ai hâte de voir. Devon Chan, c'est vraiment la super vedette des Dolphins. Comme je le dis, c'est l'empire angulaire en 2026. Moi, ça me fait peur. C'est son utilisation, si on l'utilise à toutes les sources, parce que c'est pas un porteur de ballon imposant. On l'a vu l'année dernière, il a eu quelques bobos. Si on l'utilise comme ça, de cette façon-là, est-ce qu'il va tenir le coup? Tu vas me dire, je dis tout le temps ça des petits porteurs de ballon, mais c'est ça la réalité. Dans son cas, puis je comprends pas pourquoi on ne l'a pas échangé. Puis on en avait parlé, toi et moi, durant l'hiver, durant le Mhm. printemps, avant qu'il signe sa prolongation de contrat, parce que les Dolphins ne seront pas bons cette année. Là, tu parles d'un porteur de ballon. Surtout si on l'utilise, c'est comme tu viens d'en parler. Il va ajouter du kilométrage dans ses jambes, il va peut-être se blesser. Moi, je crois que ça a été le moment d'échanger devant les Chains parce qu'on est on est complètement en mode de reconstruction du côté des Dolphins de Miami. Alors, on aurait pu avoir de bons choix de repêchage en retour des Chains à la place. Ça, je pense que ça aurait fait plus de sens, selon moi, plutôt que de lui donner cette prolongation de contrat-là. Puis peut-être que, tu sais, après cette saison, il ne sera plus le même là, si on l'utilise énormément en raison, jumelé au fait également qu'il n'a pas un gros gabarit. Alors, je ne sais pas, tu sais, on a fait le ménage. On a parlé des départs de Jalen Waddle, de Tyreek Hill et compagnie, mais on a gardé Etienne. Alors, moi, j'aurais échangé Etienne rendu là. Je ne comprends pas pourquoi on l'a gardé. Moi non plus, Didier, vraiment. Et on peut peut-être parler un mot sur l'allié rapproché. On est parlé dans un plus récent podcast, là, Greg Dulcich. Ça pourrait être un joueur à surveiller aussi dans le jeu aérien des Dolphins, potentiellement au niveau fantasy. Et si on se tourne vers la défense, ben là, Didier, on est mauvais en défense. Hein? Oui, on a Jordan Brooks
qui a mené la NFL pour les plaqués en 2025. Ça, c'est le côté statistique. 183 plaqués quand même, chapeau. On a repêché Jacob Rodriguez aussi comme secondaire. Je jaillis pas ça, mais je pense qu'on a l'une des pires tertiaires encore de la Ligue. On a repêché Chris Johnson pour essayer d'améliorer cette tertiaire-là. Et notre front défensif là, fait dur également, Didier. On est mal pris un peu en défense côté des Dolphins, non? Oui, définitivement. En particulier, tu l'as dit, la tertiaire receveur de passe là, des deux côtés du ballon, là. Ouf, on Mhm. est jeune, inexpérimenté. Jeff Hafley, c'est un ancien collateur en défense, ben c'est ça, là. Il va mériter son chèque Ah, de la paie, là, magie. parce qu'il va avoir beaucoup de boulot à faire. Ouais, c'est ça, il va devoir faire de la magie, carrément. Donc, on s'attend à une longue saison du côté des Dolphins de Miami. On se cache pas qu'on est en mode de reconstruction du côté de l'organisation. Mais c'est ça, tu sais, en défense, écoute, il y a Kenneth Grant qu'on avait repêché en première ronde l'année dernière. Euh, Écoute, on ne l'a pas beaucoup vu l'année dernière. Il semble être en voie d'être un flop. On va voir. Tu sais, je ne veux pas lancer la serviette trop rapidement dans son cas, mais même lors du repêchage, c'est pas un joueur qui est en mesure de générer de la pression contre les carrières adverses. Tu sais, même lorsqu'il jouait dans les rangs universitaires à Michigan, il ne reculait pas nécessairement la pochette. Il était à son mieux contre le jeu au sol. Mais quand tu repêches ce type de joueur-là en première ronde, pour moi, tu cours après le trouble. Tu sais, les plaqueurs que tu repêches en première ronde doivent avoir un impact contre la passe, contre le jeu aérien. Et Grant, il a pratiquement été invisible l'année dernière. En tout cas, c'est une longue saison à prévoir du côté des Dolphins. Puis ça nous amène Mm. au over-under pour Miami. Combien de victoires, plus ou moins combien de victoires du côté de Miami? Leur over-under, Marc-André, 4,5. Écoute, c'est pas Pas beaucoup. beaucoup, Moi, hein? moi, je vais dire moins. Moi, je vais dire moins. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Puis écoute, on parlait de la défense rapidement. 39 sacs la saison dernière. Ça a été dans le milieu de peloton, mais là-dessus, il y en a 8 de Bradley Chubb qui est parti pour les Bills. 8,5 même. Je me demande d'où vont venir les sacs du corps. On a signé Josh Oshie, là, l'ancien des Eagles. En fait, il avait connu une saison exceptionnelle Ouais. avec les Pats en 2022, 11,5 sacs du corps. Depuis, il s'est promené les Chiefs, les Eagles, ça fonctionne pas. Bref, on essaie de colmater des brèches. Vraiment, là, ça revient à ce que je te disais tantôt. Là. Je pense que ça va être moins parce qu'on veut faire les choses de la bonne façon là, du côté du nouveau régime, du nouvel état-major. Euh, on veut bâtir par le repêchage. On veut pas signer de gros joueurs autonomes à fort prix comme on faisait justement à les Dolphins dans les années précédentes. Et surtout, Didier, on veut s'armer pour 2027. Pourquoi? Parce que justement, le fameux dead cap, là, il est près de 182 millions en dead cap. Je ne sais pas comment le traduire en français. Ouais, le dead money, La- l'argent mort. Ben, en ouais, fait, c'est ça, c'est exact. l'argent qui compte toujours sous le plafond salarial, le salaire de joueurs qui ne font plus partie de l'organisation. Et puis, tu sais, Exactement. le Tua contrat de Tagovailoa, Tua, Tyreek Hill. Ouais, c'est exact. ça, exactement. Donc, il y en a plusieurs, là. Mais c'est ça, on est prêt à sacrifier cette année, cette saison 2026 du côté des Dolphins de Miami. Puis on espère trouver un carrière en 2027. Faut pas oublier un Quinn Ewers. Il est toujours un membre des Dolphins. Il Oh, avait été come un on. choix au repêchage, quoi, sixième, septième mois de l'année dernière. Mais Ewers, moi, je n'étais pas un fan de Ewers à Texas. Mais il n'a pas eu l'air fou l'année dernière. Il a obtenu 3 Non. départs. Il n'a pas eu l'air fou. Il a démontré de bonnes choses. Alors, si jamais ça va pas bien avec Willis, on est en mode reconstruction. Pourquoi pas donner une opportunité à Quinn Ewers pour voir peut-être si on n'a pas quelque chose, puis après ça, ben, repêcher en carrière en 2027. Je vais juste souligner ça parce que moi, il m'avait surpris lors de ces 3 départs parce que moi, j'étais vraiment pas un fan de Quinn Ewers à l'université de Texas. Quand on aura pu ce 180 Ben, écoute, millions-là des livres, on va pouvoir peut-être commencer à penser, justement, là, on va vouloir reconstruire avec un autre bon repêchage. mhm. Mais toi, Didier, 4,5, plus ou moins? Moi aussi, moins. Ah ouais, moi aussi, moins. Pour toutes les raisons qu'on vient de mentionner. Écoute, si on peut gagner 4 matchs, je pense que ça va être une bonne chose du côté des Dolphins. Mais j'y vais avec moins que 4,5 du côté Miami. On a vu sur le tableau, hein, 2 fois dans l'histoire des Dolphins, en fait, 2 fois depuis 1970, on a eu on a eu 4 victoires ou moins. Possiblement, ça va être la On- troisième fois là, depuis Avant de 1970. passer à la question de Ben Rowe, Didier, j'avais une stat sur la tertiaire des Dolphins l'année dernière. L'adversaire a complété 52% de ses passes dans les zones profondes face à la tertiaire
les Dolphins. C'est plus qu'un sur deux, ça. C'est Ouais, fascinant, c'est quand énorme. même, à quel Ouais. point, à Ça quel point on pourrait être était même plus mauvais. cette année. Ouais, écoute, ça Ouais, pourrait être même plus ouais. cette année, là. On a reçu une question de Benro77 qui nous demande: Salut les gars, qui pensez-vous, pardon, vont avoir une meilleure reconstruction entre les Jets et les Dolphins? Je sais que les Jets ont une longueur d'avance. Merci pour votre bon travail. Alors, Didier, la reconstruction, elle sera Mhm. meilleure à Miami ou à New York? À New York. Ouais, ben merci Ben pour ta question. Ben, je suis obligé d'aller avec les Jets parce qu'on vient de parler des Jets. Tu sais, les Jets ont du talent, puis bon, c'est un peu une comparaison boiteuse parce que Ben l'a même reconnu dans sa question que les Dolphins, les Jets sont en avance sur les Dolphins. Du côté de Miami, on commence à zéro, Marc-André. Tu sais, on commence vraiment à zéro. C'est comme si on bâtit une maison neuve. On veut bâtir une nouvelle fondation et tout. Alors oui, on est en avance du côté des Jets de New York. Alors, les Jets ont une longueur d'avance. C'est la raison pour laquelle je vais favoriser les Jets. Si les Jets avaient un bon carrière en partant, on aurait peut-être des chances de participer aux éliminatoires, mais encore une fois, pour moi, ça en revient au coaching et à Aaron Glenn du côté de l'organisation de New York. Moi, je pense que du côté des Dolphins, comme je le dis, on veut bâtir par le repêchage. Les Jets, on est allé plus vers l'option acheter des vétérans à court terme pour ensuite, Ouais. pour jumeler ça avec On repêche des bien. recrues ou des On jeunes. vient d'en Oui, parler. oui, oui. Ouais. Entourer les Mais je suis un jeunes, tu peu sais, comme toi. tu peux être trop jeune Exact. des fois aussi, là. Tu sais? Ouais. Ouais. Mais c'est ça. Ça pour dire que moi aussi, c'est sûr qu'ils ont une longueur d'avance, les Jets, mais je pense que le Mhm. chantier là, est plus grand à Miami. Ouais, ouais, non, non, ça c'est clair, là. Ça, c'est un grand chantier de construction. Bon, ben, Fantasy, ça va donner quoi, là, du côté des Dolphins, Marc-André? Essaie de virer ça de façon positive, si tu peux. Ben, Didier, Malik Willis. On va parler de Malik Willis parce que j'ai toujours dit en fantasy, un corps mobile, un corps qui court, c'est payant au niveau fantasy. On peut parler de ses Mhm. prouesses au sol qui sont attrayantes côté de Malik Willis. Moyenne de 44 verges et 4 touchés en 6 départs. C'est quand même pas vilain pour Malik Willis et ça vous Ouais. amène des points supplémentaires. Il faut dire aussi que les Dolphins risquent de jouer du football de rattrapage à outrance en 2026. Donc, Malik Willis va passer, Malik Willis va courir, il va aller chercher du bon vieux, comme dirait Pierre Cheval, des calories vides là, en fin de match. On risque d'en avoir, Hey, mais ça pour les un jour, calories vides, au Fantasy Football, on va les prendre. on va les prendre. Fait que ça risque peut-être de te tourner, d'être pas pire là, pour Malik Willis. C'est un choix de 11e ronde en ce moment. C'est le quart numéro 21. Vous le repêchez pas, Malik Willis. Mais écoutez, moi, personnellement, là, j'aime le mettre sur mon banc puis voir ce qui va arriver. Dépendamment des ligues, des poules. Là. Mais je m'en vais pas à la guerre avec Malik Willis en ce moment. Mais juste pour voir ce qui se passe avec les Dolphins lors des premières semaines, j'aime mettre Malik Willis au bout de mon banc en dernière ronde. Voilà. Parce que justement, un car mobile, c'est petit, toujours payant. Je me souviens, il y a très longtemps de ça, lorsque j'avais Blake Bortles au sein de mon équipe de Fantasy Football, les Jaguars tiraient toujours de l'arrière à la mi-temps, Marc-André. C'est là que Blake Bortles se mettait en marche, dans le garbage time, comme on dit. C'est le roi des Tony calories Romo vides cette était le année-là. roi de Puis, ça aussi. ouais, ouais, ben Romo était meilleure carrière quand même que Blake Oh, ouais, mais Bortles, quand mais même. en tout cas, ouais, mais j'ai pas eu Ouais. Romo. Ah, ouais, non, j'ai déjà eu Romo sur mes équipes de fantasy, mais je me souviens d'une année précise avec Blake Bortles. Blake Bortles, tu sais, quand on est dimanche, puis là, les matchs de 13h sont à la mi-temps, genre, il y avait tout le temps 2 ou 3 points seulement en première demi. Puis là, il terminait les matchs, c'est peut-être avec 28, 30 points. Mais, tu sais, les Jaguars perdaient tout le temps, mais c'est ça qui se mettait en marche. Il était à son mieux avec, quand il tirait derrière par 21 points, genre. Bon, maintenant, devant Chain, on en a parlé tout à l'heure. Tu t'attends à ce qu'il soit très utilisé du côté de l'attaque de Miami. Pour ton ballon numéro 5 en termes de points par match en 2025, j'ai parlé de quoi, 1350 verges au sol, mais c'est plus de 1800 verges en Mhm. 2025 total. C'est tout simplement incroyable. Est-ce que le départ de Mike McDaniel, c'est inquiétant? J'ai hâte de voir parce que pour Devon Achane, Mhm. vraiment, il était le pain et le beurre de l'attaque de Mike McDaniel. Avec un gars comme Darren Waller, on n'a pas parlé de la position de les rapprocher, mais ça pourrait changer également. Il est premier pour les. Ça, c'est le fun. Au point de vue de Devon Achane, il est premier pour la moyenne de verges par course à 5,6 dans l'histoire de la NFL au niveau des porteurs de ballon qui ont au moins 500 courses dans la NFL.
Et en plus, il a plus de courses explosives et plus de courses de 40 verges depuis son entrée dans la NFL, de tous les porteurs de ballon de la NFL. Donc vraiment, Devon Achane, c'est un porteur de ballon explosif. C'est un gars, oui, peut-être petit, mais quand même. Choix de milieu de deuxième ronde, en ce moment, j'adore Devon Achane. Le fait que les Dolphins soient pas bons, qu'on est en reconstruction, je pense que l'attaque va quand même bien se débrouiller. Puis je pense que la défense est extrêmement mauvaise. Donc, je pense que ça, c'est souvent une recette de succès fantasy. Je pense que Devon Achane, s'il demeure en santé, il pourrait connaître une grande saison quand même. Et maintenant, Malik Washington, il y a quelqu'un qui va devoir attraper des passes, OK, du côté des Dolphins. On n'a pas des receveurs talentueux, mais tu crois que Malik Washington aurait le potentiel, peut-être, de devenir une des cibles, c'est pas la cible favorite de Malik Willis. Ben, c'est le receveur numéro un selon les chartes de position un peu partout en ce moment. Didier, est-ce que ça veut dire quelque chose? Mhm. Potentiellement pas. Comme je l'ai dit tantôt, il y a une bataille avec Jalen Tolbert, Chris Bell, entre autres, Caleb Douglas, là, pour... faut dire que Malik Washington, c'est comme un petit receveur de passe. C'est un gars, c'est plus un gadget. À la position de receveur de passe, numéro 74 en ce moment. C'est le troisième receveur des Dolphins que vous repêchez, imaginez-vous donc. Là, Jalen Tolbert va grimper dans les rangs fantasy et on aime vraiment les deux recrues du côté des Dolphins. Mais oui, Malik Washington, numéro 74, moi, je pense pas vraiment tenter ma chance, lancer un dard, une fléchette en direction d'un receveur des Dolphins cette année. Mais écoutez, si vous vous sentez land gambler, Malik Washington, quand même très rapide, il peut retourner des bottées aussi. Vous pouvez aller chercher des points supplémentaires dans certains pools. Je veux juste mentionner son nom, mais écoute, les receveurs des Dolphins, c'est vraiment pas vergeux. Ouais. Écoute, parlons des poids lourds de la division, là. Assez là, avec les Jets et les Dolphins, parce que comme tu l'as dit au début de l'épisode, il y a les Bills et les Patriots de l'Angleterre qui, eux, ben, aspirent aux grands honneurs. On va commencer avec les Bills de Buffalo, Marc-André. Exactement, exactement. Et on a une question de Jen STJ via Instagram qui nous demande quels sont les changements ou améliorations faits par les Bills pour les aider lors de la prochaine saison. Mais ça commence, Didier, par le congédiement de Sean McDermott. Il a enfin écopé là, pour la défaite subie face aux Broncos de Denver en éliminatoire. On a embauché Joe Brady, qui était le coordinateur à l'attaque, qui devient l'entraîneur-chef du côté Ouais. des Bills de Buffalo. Et tout part de Joe Brady, il faut le dire, là, Didier, que l'attaque des Bills l'année dernière, quatrième pour les points marqués, quatrième pour les verges totales dans la NFL et première pour les verges au sol. Donc, l'attaque de Joe Brady, ça fonctionne. Et écoute, c'est le grand changement au haut de la pyramide. Est-ce que ça va permettre aux Bills de franchir un autre niveau? Ça reste à voir. Hmm. Moi, j'ai mes doutes. J'ai mes doutes. C'est absolument rien contre Joe Brady. Mais je pense que les gens oublient, les partisans oublient dans quel état étaient les Bills de Buffalo avant l'arrivée de Sean McDermott. OK? On a repêché par la suite Josh Allen. On a développé Josh Allen qui est devenu une super vedette. Mais Sean McDermott, c'est un bon coach. Je sais qu'il a eu des ratés en éliminatoire. Je suis conscient de ça. Mais Joe Brady, il n'a pas été entraîneur-chef. Là, c'est la première fois qu'il va être un entraîneur-chef. Oui, il a fait du bon boulot en tant que coordinateur à l'attaque des Bills. Et tu viens de mentionner les statistiques de l'unité offensive l'année dernière. Mais là, il va devoir gérer l'opération au complet, Marc-André. Puis ça, tu le sais, là, ça fait assez longtemps que tu suis le football. C'est pas le même emploi du tout. C'est vraiment pas la même description de tâches. Ça veut pas dire que parce que tu es un bon coordinateur que tu vas être un bon entraîneur-chef. Alors pour moi, Brady, c'est un point d'interrogation. Puis, euh, tu sais, je crois qu'il y a plus de chances qu'il ne sera pas aussi bon que McDermott. Parce que McDermott a connu du succès. Tu sais, la seule chose qu'il n'a pas fait, c'est qu'il n'a pas été capable de permettre aux Bills d'accéder au Super Bowl. C'est la seule chose qu'on peut lui reprocher. Alors moi, c'est ça que j'ai hâte de voir parce que le DG des Bills, il n'a pas livré la marchandise lors des dernières années, Marc-André, au niveau du repêchage notamment. Puis c'est ça, lui, il a été capable de sauver son emploi. Il a fait de Sean McDermott le bouc émissaire à la suite de l'élimination des Bills contre les Broncos de Denver. Mais là-dedans, il ne faut pas oublier que Josh Allen avait été victime de revirement lors de ce match-là. Et Josh Allen est une super vedette. Il doit mieux jouer. Là. Le match qu'il a eu contre les Broncos, ça m'a vraiment déçu. Surtout son échappée qu'il avait eu à la fin de la première demi. Il ne peut pas être victime de crampes au cerveau à ce stage-ci.
à ce stade-ci de sa carrière. Il est trop bon, Josh Allen, pour ça. Et justement, sur le tableau des départs et des arrivées, on a voulu lui donner une cible de choix à Josh Allen pour qu'il s'améliore à ce niveau-là. On a été chercher DJ Moore en provenance de Chicago. C'est la grande acquisition des Bills durant l'entre-saison. Et en défense, on peut voir sur le tableau Bradley Chubb, aussi l'allié défensif, qui s'amène, qu'on en a parlé tout à l'heure, qui était avec les Dolphins. Et au niveau des départs, écoute, il n'y a pas grand-chose. Bosa pense à la retraite. Matt Milano, Les quand autres, même, hein, bon, Poirier, ouais. ouais, quand même. Ouais. Et Gabe Davis également, retour, revient, repart, bref. Ouais, tout le temps. Mais oui, c'est J. Johnson aussi au niveau des arrivées, ça pourrait être intéressant. Mais écoute, si on parle de DJ Ouais. Moore, Didier, on a une question de Charlie Drouin qui nous dit: pensez-vous que l'ajout de DJ Moore au Bills sera la clé pour le premier Super Bowl de Josh Allen? Non. Désolé, Charlie, merci d'avoir pris le temps de nous écrire. Ma réponse est non. Parce que moi, j'ai pas aimé cette saison morte là, du côté des Bills. En commençant par le congédiement de Sean McDermott. Bon, je vais parler, on va voir ce que ça va donner avec Joe Brady. Ça fait longtemps là, qu'on réclamait un receveur numéro un du côté de l'attaque des Bills de Buffalo. Marc-André, est-ce que DJ Moore est réellement un receveur numéro un? Il n'était même pas le receveur numéro un nécessairement sous Ben Johnson à Chicago. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est le genre Il de est joueur payé qui va comme un, en dicter tout la cas. couverture de la défense adverse? Je le sais, je suis conscient de ça. Mais moi, un de mes critères, afin de savoir si tu es réellement un receveur numéro un, est-ce que tu vas dicter la couverture des défenses adverses? Est-ce que lors du début de la semaine de préparation, le coordinateur de la défense adverse va dire, OK, ce joueur-là, le numéro 2, il ne peut pas nous battre. On va déployer un plan de match afin de lui rendre la vie difficile. On ne peut pas le permettre de connaître du succès contre nous. Il est trop bon. Non, je ne crois pas que DJ Moore correspond à cette description-là. Puis, il y a d'autres choses qui ne vont pas bien également. Il y a d'autres points d'interrogation du côté des Bills. On vient de parler des Jets de New York, qui sont allés chercher des vétérans. On a fait la même chose. On vient de voir le tableau. Tu as parlé de l'arrivée de Bradley Chubb, CJ Garner-Johnson, Dee Alford, anciennement des Falcons d'Atlanta, Geno Stone, ancien maraudeur des Ravens de Baltimore, des Bengals de Cincinnati. Donc, c'est ça, on amène des vétérans, mais qu'est-ce qu'il leur reste vraiment dans le corps? Ça, c'est une question. Donc, moi, je trouve qu'il y a énormément de points d'interrogation du côté de cette édition 2026 des Bills de Buffalo. Alors, c'est la raison pour laquelle, pour moi, DJ Moore n'est pas la pièce manquante, parce qu'il y a d'autres pièces qui manquent au sein de cette équipe-là. Je me questionne. J'ai toujours trouvé que les Bills étaient à un receveur X, là, un receveur, un A.J. Brown, là, un gars qui peut courir une menace verticale, un gars qui court dans les zones profondes. Est-ce que DJ Moore est ça? Puis il est-tu bien différent que Khalil Shakir, Didier? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je trouve Il est qu'on meilleur a que un Shakir. Il est paquet. meilleur que Shakir. Je Ouais! dirais qu'il est meilleur que Shakir, mais je comprends ce que tu veux dire, mais je dirais qu'il est meilleur que Shakir. Il a connu de bonnes saisons là, quand même, là, lorsqu'il était en Caroline et tout, avec les Bears, avec Justin Fields. C'est un meilleur joueur que Khalil Shakir, là, quand même. Là. En tout cas, moi, je crois, personnellement. 682 verges l'année dernière en 17 matchs pour DJ Moore. Il Ouais. était tout simplement pas Ouais, impliqué dans. mais il y avait beaucoup de bouches à nourrir au sein de l'attaque des Bears, quand même. Hein. Il y a encore théoriquement beaucoup de bouches à nourrir du côté des Jets aussi, des Bills, pardon. Mais écoute, j'ai hâte de voir parce je pense pas qu'on a solutionné. Mais selon toi, DJ Moore, c'est un receveur, comme on dit, un receveur X de premier plan? Je veux dire, pour moi, ce n'est pas un. On revient à la case départ avec les Shakir, avec les Moore. Keon Coleman, ça va faire 2 ans, ça fonctionne pas. C'est un gars tellement inconstant. Puis en plus, là, avec tout ce qui s'est passé durant l'entre-saison avec Brandon Bean, là, qui l'a mis sur l'autobus, littéralement, pas littéralement, là, mais qui a passé vraiment un message. Bref, écoute, je sais pas, Ouais. le groupe de receveurs des Bills, là, je trouve qu'il est vraiment peu éloquent encore une fois cette année. Bon, on dit pas mal la même chose, sauf on dit de façon différente. Donc, toi aussi, tu n'es pas convaincu. Simplement que le Skyler groupe de Bell, receveurs des Bills est nécessairement amélioré à cause de l'arrivée de DJ Moore. choix de 4e ronde, on pourrait peut-être le voir. Écoute, Josh Palmer, écoute, en tout cas, mais écoute, en fait, je trouve que c'est le fun que DJ Moore soit là, mais je pense pas qu'on a réglé le problème. C'est ça que je veux apporter comme point. Puis tu as parlé de l'attaque Josh Allen, victime de 40 sacs l'année dernière, Josh Allen. J'ai hâte de voir
qu'est-ce qu'on va faire pour remédier à ça. Mais il y a une chose qui est sûre, Didier, c'est que l'attaque de Joe Brady, c'est une attaque axée sur le jeu au sol, que tu t'appelles DJ Moore, que tu t'appelles Khalil Shaker, James Cook, faut en parler. Il a mené la NFL pour les verges au sol l'année dernière, James Cook, puis ça va être encore une fois, là, on se rend compte à quel point, c'est fascinant James Cook, parce qu'au départ, on lui donnait pas tous les essais. Là. Tu te souviens de l'époque où on amenait les Latavius Murray de ce monde là, Oui. pour compléter la besogne dans la zone payante ou en troisième essai. Mais écoute, depuis 2 ans, James Cook là, rapporte. Il nous prouve là, qu'il est un porteur de ballon élite dans la NFL. Puis j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire encore une fois cette année. Sais-tu quoi? La chose numéro un que j'ai hâte de voir de la part des Bills sous Joe Brady, c'est est-ce qu'on va garder la même identité qu'on a eue en attaque lors des 2 dernières années? Cet équilibre que tu as mentionné, est-ce que ça va être présent? Parce que Sean McDermott, lui, c'est un ancien coordinateur défensif et il tenait à ce que les Bills courent plus souvent avec le ballon lors des 2 dernières saisons. Parce que autrefois, on ne le faisait pas, on misait beaucoup sur Josh Allen, mais là, on s'est dit, écoute, si on peut avoir une attaque au sol, ça pourrait nous aider. Puis on l'a vu, l'attaque des Bills est devenue encore plus difficile à ralentir avec l'émergence justement de Cook. Mais là, McDermott n'est plus là. Puis Joe Brady, lui, il a un penchant pour le jeu aérien. Là, tu as parlé du fait que Josh Allen a été victime de 40 sacs l'année dernière. Bon, là, tu vois, il y a potentiel à avoir des ingrédients sont là potentiellement, je dis, OK? Pour que, ben c'est ça, que cette attaque-là soit différente de l'année dernière et qu'elle ne soit pas aussi performante. Alors moi, j'ai hâte de voir si on va maintenir cette identité-là du côté de l'unité offensive des Bills, parce que je trouve sincèrement que lors des 2 dernières saisons, il y avait vraiment un bel équilibre entre le jeu aérien et le jeu au sol. Et si on parle maintenant de la défense, parce qu'on a reçu beaucoup de questions là, au niveau de la défense des Bills, elle est remodelée complètement avec justement le nouveau coordinateur défensif, là, Jim Leonard. Didier, ben, premièrement, l'année dernière, ça a été un fiasco la défense des Bills contre le jeu au sol. On s'en souvient, moyenne de 5,1 verges allouées au sol par Mhm. match, 24 touchés au sol. C'est le pire total dans la NFL alloué. Il va falloir peu importe ce que Jim Leonard veut amener comme concept, va falloir là, qu'on soit meilleur contre le jeu au sol. Oui, c'est un peu comme lorsque je parlais là, de David Bailey et de Will McDonald du côté des Jets. Si tu n'arrêtes pas le jeu au sol, tu n'auras pas une chance là, de presser le carrière adverse. Mais dans le cas de Jim Leonard, ben, lui, il a appris sur Rex Ryan. Hein. À l'époque, Leonard est un maraudeur des Jets et il est plus agressif que ne l'était. Je crois que son système va être beaucoup plus agressif que le système défensif de Sean McDermott. Donc, on va blitzer plus. C'est une défense qui va être très différente de ce qu'on a vu du côté de Buffalo lors des 7, 8, 9 dernières années. Bref, lors du règne de Sean McDermott. Alors, j'ai hâte de voir ça, justement. Cette défense-là des Bills, surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a ajouté des vétérans, mais ce sont des joueurs, tu sais, c'est ça, là. Ils sont rendus à un certain âge. Alors, c'est ça. C'est la raison pour laquelle, moi, je ne suis pas aussi optimiste pour la saison des Bills que le sont certains de leurs partisans, malgré tous les changements qu'ils ont eus. Ça sera, comme tu l'as mentionné, j'ai hâte de voir l'adaptation parce que justement, c'était la défense de Sean McDermott. Là, on arrive avec un nouveau concept. Là, on va passer à une défense 3-4. On a d'ailleurs signé Bradley Chubb. Ça a été la grosse acquisition en défense du côté des Bills durant l'entre-saison, justement là, parce qu'il adore, il excelle dans ce type de défense-là. On va le voir peut-être plus évoluer à la position plus de secondaire dans une défense de la sorte. J'ai hâte de voir aussi le retour de Ed Oliver qui va grandement aider la ligne défensive et justement contrer le jeu au sol. Et la tertiaire, on n'est pas vilain du côté des Bills, je pense, mais on n'a pas de profondeur. On a Christian Benford qui est le meilleur, Ouais. un des meilleurs, sinon demi de coin de la ligue. Maxwell Hurston, le choix de première ronde l'année dernière, était rempli de promesses. Je l'adorais, moi, l'année dernière, Maxwell Hurston. Le problème, c'est qu'il n'a pas été épargné par les blessures à sa saison recrue. Là. Ouais. On le lance dans la mêlée comme un partant en 2026 déjà. Écoute, on est mince là, en défense du côté des Bills. Ah là, je suis entièrement d'accord avec toi. Je vois ça de la même façon. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'espoir du côté des partisans des Bills. Puis il y a énormément de partisans de Buffalo au Québec, étant donné, bon, bien sûr, la proximité de Buffalo. Mais c'est ça, moi, je ne suis pas aussi optimiste que bien des gens concernant les Bills. Je trouve qu'il y a énormément de points d'interrogation. Puis, je le répète, comme j'ai dit d'entrée de jeu, Sean McDermott
nous a prouvé qu'il était un bon entraîneur en saison régulière. On peut penser ce qu'on veut de lui lors des matchs éliminatoires, mais il a fait des Bills des aspirants au Super Bowl, alors que Brady, ben lui, il a vraiment tout approuvé. Et on a reçu des questions. J'ai oublié de noter le nom, mais on nous demande est-ce que Jim Leonard sera pallié au manque de talent en défense des Bills, Didier? Tu en as répondu un peu, mais si on peut compléter, je pense pas que c'est un manque de talent du côté des Bills, mais je pense juste que c'est le changement de philosophie, Euh, non? Est-ce... non, non, je suis d'accord avec la question. Il y a un manque de Ah oui? talent, puis j'en ai parlé lors des dernières années. Oui, 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 oui. J'en ai parlé lors des dernières années. Tu sais, il y avait un certain manque de talent. Les Bills, tu sais, c'est Josh Allen qu'il faut se donner de l'équipe au complet des Bills. Tu sais, en attaque, ça fait des années qu'on en parle. Tu sais, pas de receveur numéro un. Défensivement, les carences contre le jeu au sol. Tu sais, on avait des petits joueurs, on misait plus sur la rapidité. Moi, j'ai toujours dit ça des Bills. Tu sais, une fois que tu enlèves Josh Allen, OK, puis, bon, bien sûr, Cook, mais tu as beaucoup de joueurs qui ont, tu sais, je leur donnerais une note de B. Tu sais, des bons joueurs, mais pas de grands joueurs. Tu sais, puis, tu as parlé de Bradley Chubb. Bradley Chubb, à ce stade de sa carrière, tu sais, moi, j'ai jamais nécessairement été un fan de Bradley Chubb. J'ai jamais trouvé que c'est nécessairement un chasseur de cœur explosif. Bon, il est imposant physiquement, il est fort et tout. Mais c'est ça, tu sais. OK, Josh Allen, euh, Cook, bien sûr. Puis là, après ça, c'est qui là, ton autre joueur là, d'impact? Autant en attaque qu'en défense du côté de Buffalo. Est-ce que tu peux m'en nommer un, tu sais, quand tu y Hmm. penses? Je ne dirais pas que Hmm. DJ Moore est dans cette catégorie-là. Tu sais, puis ça fait longtemps, là. Puis c'est pour ça que je dis, moi, c'est Josh Allen qui a faussé les données parce que c'est à quel point il est un grand joueur, Josh Allen, lorsqu'il ne commet pas des crampes au cerveau. Ben, depuis Stefan Diggs, on n'a comme pas de trio, disons. DJ Moore, c'est pas Stefan Diggs, là. On va s'entendre là-dessus au moins. Non, non. Non, non, on s'entend bien, oui, absolument. On parle pas de Stephen Diggs 2026. On parle de Stephen Diggs à Oui, l'époque, c'est lorsqu'il Stefan était Diggs à avec les l'époque des Bills. Bills, Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. ouais. Ouais, ouais. On a reçu une autre question de Liam Thomas Joyal Amon qui nous demande via Instagram, est-ce que c'est finalement l'année des Bills? Et je pense qu'on peut jumeler ça avec le fameux total là, de victoires des Bills, Didier, ça va nous en dire long. Et en jugé par ta réponse de je suis pas optimiste cette année avec les Bills, ben j'imagine que c'est pas l'année des Bills Hmm. cette année, Didier? Ben, je vais être conséquent avec tout ce que je viens de dire là, depuis quoi, 10-15 minutes. Non, désolé, merci Liam pour ta question, mais désolé, non, ça ne sera pas l'année des Bills. À tous les ans, on nous pose cette question-là. Est-ce que c'est finalement l'année des Bills? Je suis obligé de dire que non. Puis pour ce qui est du over-under, plus ou moins 10 victoires et demie du côté de Buffalo. Puis on voit en bas, c'est écrit qu'en 8 saisons, Josh Allen a mené les Bills à une fiche de plus de 11 victoires à 6 reprises. Ça ne sera pas en 2026. Moi, j'y vais pour moins. Je vais pour moins du côté des Bills de Buffalo, moins de 10 victoires et demie. Je vais être conséquent avec ce que j'ai dit. Je trouve que l'équipe est remplie de points d'interrogation, mis à part bien sûr en position de carrière et de porteur de ballon. Non, c'est ça. Moi, j'y vais avec moins de 10 victoires et demie pour Buffalo. Toi, de ton côté? Moi, je vais dire plus, mais j'ai des amis qui sont partisans des Bills. J'aimerais que ce soit l'année des Bills. Les partisans des Bills le méritent, pour vrai, mais je pense pas que ça va arriver cette année. Je vais dire plus quand même. Là, je pense que 11-12 victoires, on va tourner autour de ça encore une fois cette année. Euh, j'ai hâte de voir justement là. Moi, pour moi, c'est la défense. Est-ce qu'on va, on va maîtriser ces concepts-là rapidement du côté des Bills? Ça pourrait tout changer. Mais écoute, il va y avoir une courbe d'apprentissage, puis j'ai hâte de voir ça va prendre combien de matchs avant que justement cette défense-là là, arrive à son paroxysme. Bon, écoute, on va y aller maintenant du côté fantasy football pour les Bills. Oui, pour les Bills de Buffalo, Marc-André. Euh, Josh Allen, ça commence par Josh Allen. Tu sais, c'est un des meilleurs carrières de la NFL. Alors, comment tu entrevois ça, là? Sous Joe Brady, un nouveau système, mais je dis un nouveau système, c'est pas vrai, là, c'est le même système. Brady était là lors des dernières années. Alors, est-ce que tu crois qu'il va y avoir une continuité dans la production de Josh Allen? Seulement 25 passes de toucher l'année dernière, Josh Allen. Seulement 215 verges en moyenne par la passe par match. C'était son plus bas total depuis 2019. Si vous ne le saviez pas. Par contre, 14 touchés au sol. Fait que ça a quand même fait de lui
le Wow. meilleur quart au niveau fantasy. Et quand je parle, justement, là, quand je vous disais l'autre jour que Joe Burrow, c'est peut-être ça son plafond, il n'y aura jamais un plafond aussi élevé qu'un gars comme Josh Allen, mais c'est ça, 14 touchés au sol, ça fait toute la différence au niveau fantasy. J'ai marqué continuité et amélioration dans mes notes du groupe de receveurs parce que oui, DJ Moore, c'est une amélioration sur ce qu'on avait l'année dernière à Buffalo. Est-ce que je pense qu'il va pouvoir changer la donne tant que ça? J'ai mes réserves. C'est un choix de milieu, troisième ronde, Josh Allen. C'est sûr que si vous décidez de sélectionner Josh Allen en troisième ronde en ce moment, vous grayez du meilleur quart fantasy ou potentiellement d'un quart qui va finir dans le top 3 s'il demeure en santé, c'est sûr. Mais vous faites aussi une croix sur des bons joueurs à d'autres positions. C'est ça le pari qu'il faut prendre au niveau fantasy. Est-ce que Josh Allen en vaut le jeu en vaut la chandelle? Ben, ça, tout dépendamment de vos formats de pool, évidemment. Parfois, oui, je vous dirais. Parfois, d'autres fois, vous êtes peut-être mieux là, de prendre un quart plus lointain puis de ramasser un joueur à une autre position, un endroit plus névralgique là, dans votre formation fantasy. Et James Cook, maintenant, est-ce qu'il va poursuivre justement là, sur la même veine que l'année dernière alors qu'il a terminé avec 1621 verges au sol? Meneur de la NFL et 12 touchés. On s'en souvient, il avait connu une saison exceptionnelle à 18 touchés la saison précédente. On se disait, Oui. mon Dieu, ça va-tu vraiment tenir ça s'il n'y a pas 18 touchés? Est-ce qu'il Mhm. va être aussi productif fantasy? Ben écoute, s'il se claque encore 1600 verges au sol, ben il va demeurer fantasy. 65 réceptions, par exemple, lors des 2 dernières années. Ça, c'est le verre à moitié vide pour James Cook. C'est pas un facteur vraiment dans le jeu aérien des Bills. Mais par contre, ça demeure une arme fantasy parce que l'attaque de Joe Brady, pardon, est axée sur le jeu au sol. Même si Josh Allen est présent, c'est le porteur de ballon numéro 6 en ce moment, un choix de fin de première ronde. C'est un gars qui vous aide pas dans le jeu aérien, mais comme je vous dis, s'il ramasse encore, s'il récolte encore une fois 1005, au moins 1005, pardon, 1500 verges au sol, il va être hautement efficace et va valoir sa sélection de fin de première ronde, assurément. Oh, DJ Moore, on a mentionné son nom peut-être une douzaine de fois depuis qu'on a commencé de parler des Bills. On va en parler encore une fois. Comment tu vois ça pour lui, là? Jumelé à Josh Allen en termes de fantasy football. Si on parle de fait, c'est le receveur numéro 1 à Buffalo sur papier. Ça, c'est un fait. Josh Allen est le meilleur corps avec lequel il a évolué dans sa carrière. Là, je vais entendre les partisans des Bears me dire que Caleb Williams, peut-être que si, peut-être que ça. Mais sur papier, ça, c'est un Non, non, fait. non, wow, Josh wow. Allen est le meilleur corps. Oui, oui. Ah oui. Ancien joueur par excellence de toute la ligue, là. Caleb n'est pas encore rendu là. Peut-être cette année, ça va arriver, mais pour le moment, au mois de juillet, je suis d'accord avec toi. Mais 682 verges l'année dernière seulement en 17 matchs, il a été complètement effacé et supplanté, je vous dirais même, par Rome Odunze, par Colson Loveland, par Luther Burden. Bref, dans l'attaque de Ben Johnson, ça n'a pas été facile pour DJ Moore, même s'il était le 13e receveur le mieux payé de la ligue. Ça, c'est quand même intéressant. C'est un choix de cinquième ronde en ce moment. Personnellement, euh, à part Josh Allen, que je pourrais repêcher dans un pool en deuxième, troisième ronde, quatrième ronde, dépendamment s'il glisse ou pas. Je pense pas repêcher un joueur, un receveur des Bills cette année parce que je trouve que justement, c'est Josh Allen qui fait tout. J'ai bien peur, là, dans le cas de DJ Moore, qu'on ait des semaines à 15-20 points fantasy et d'autres semaines à Mm. 7-8 et à 15-20. Un genre de Zay Flower, une production à la Zay Flowers un peu, là, au niveau de DJ Moore. Puis Tout ou rien. exactement. Et normalement, je préfère un receveur plus constant qu'un gars comme DJ Moore quand c'est des poules, justement, là, face à face, de façon hebdomadaire. Alors, on va s'excuser auprès des partisans des Bills. Je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter ou à nous Hein, ouais. regarder. On ne dresse On va pas un se faire pitcher portrait des favorable roches. à la saison 2026. Ben écoute, je souhaite avoir tort. Tu sais, j'ai toujours de l'affection pour les Bills, surtout avec leurs 4 défaites consécutives au Super Bowl durant les années 90. Mais je ne crois pas que c'est cette saison que la disette prendra fin là, sans Super Bowl du côté de l'organisation de Buffalo. Ben, écoute, il nous reste plus à parler que d'une formation, sont les finalistes du Super Bowl, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Mais on n'a pas parlé des Patriots, comment je dirais ça? Durant la saison morte, oui, on a parlé des Patriots, ils ont Hmm. défrayé les manchettes, mais ça n'a pas été pour qu'est-ce qui se passait sur le terrain ou pour les acquisitions de joueurs. On n'a pas le choix là, de parler de cette histoire entre Mike Vrabel et l'ancienne reporter Diana Rossini.
la question de savoir, Marc-André, est-ce que ça va avoir un impact sur la saison des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, là, toute cette histoire-là? J'ai hâte de voir parce que les Patriots, c'est une organisation, euh, je ne veux pas dire qu'il est habitué de gérer des scandales, parce que là, je vais pouvoir afficher des roches. Dans le sens, c'est qu'on a eu Ouais, un c'est vrai. Non, non, passé, dis-le, dis-le. Dis-le, t'as raison. puis Il y en a eu des scandales là, lors des 20-25 dernières années à Foxborough. que ce soit Tom Brady, que ce soit Bill Belichick, que ce soit Robert Kraft, le Mike Vrabel, je veux dire, on est habitué Mhm. de gérer ce genre d'affaires-là, puis je trouve qu'on gère ça bien en ce moment. Par contre, Mike Vrabel ne s'est pas adressé aux médias depuis cette histoire-là. Là, il va devoir le faire tôt ou tard. J'ai hâte de voir comment on va gérer ça, mais je pense qu'on fait les choses de la bonne façon du côté des Patriots, puis je pense que justement, là, l'eau commence à couler sous les ponts tranquillement pas vite, puis on va vers la saison, puis on va pouvoir se concentrer sur la saison. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Didier? Ouais, j'ai hâte de voir ça. Parce que, tu sais, en tant qu'entraîneur-chef, Vrabel, euh, tu sais, dit aux joueurs d'être fiables et tout. Mais veux pas, tu sais, ça a tellement mal paru, cette histoire-là. Donc, est-ce que les joueurs vont vraiment pouvoir mettre ça de côté? Euh, écoute, je crois que oui. Je crois que oui. Parce que, tu sais, dans la NFL, il y en a tout le temps des scandales. Hein. Et c'est pas, bon, une histoire comme celle de Vrabel avec Diana Rossouny. Écoute, lors du dernier mois et demi, tu sais, les arrestations qu'il y a eu et tout. Donc, les joueurs, je crois, ils demeurent des professionnels, sont habitués de gérer ces controverses-là. Écoute, je pense que Vrabel a peut-être perdu un peu de crédibilité. Est-ce que ça va être suffisant? Puis là, il va perdre le vestiaire. Je crois pas. Je crois pas. Je préfère croire que non. Parce que c'est tout un entraîneur de football. Alors, je crois pas que ça va être suffisant là, pour que les joueurs perdent confiance en Mike Vrabel de cette histoire-là. Là. Mais si les Patriots connaissent une saison désastreuse, je crois pas que ça va arriver. Puis on a vraiment une bonne équipe. Mais là, si jamais on devait rater les éliminatoires, tu peux être certain que les journalistes à Foxborough, dans la région de Boston, ben, ils vont pointer du doigt cette histoire-là, puis là, ils vont dire, hey, peut-être que le fait que Mike Vrabel a trompé sa femme pendant des années avec Diana Rossini, ben, peut-être que ça, c'est une des raisons des insuccès de l'équipe, tout de cette histoire-là là, qui est sortie durant la saison morte. Bref, on verra, mais je crois pas que ça va avoir un impact, honnêtement, sur la saison des Patriots. Dans les priorités des Patriots en attaque, c'était de trouver une cible numéro un pour Drake May et on n'a pas pris de demi-mesure. On est allé all-in. On Mhm. a transigé pour acquérir A.J. Brown. Et si on veut parler des acquisitions et des départs du côté des Pats, ben A.J. Brown, Didier, ça a été le grand coup de la part des Pats durant l'entre-saison. Romeo Dobbs également a signé une entente avec les Pats. Il devient le receveur numéro 2 de l'équipe. Vera Tucker, j'haïs pas ça non plus. On avait besoin d'aide sur notre ligne à l'attaque. Kevin Byard en défense, Caleb Lomu, un autre joueur de ligne à l'attaque qu'on a repêché en première ronde. Bref, et on regarde le départ, là, c'est pas des grands joueurs, là, mais on a fait encore, on a fait des, on a moins été sur le volume en termes de total de joueurs. On se souvient, il y a 2 ans, on avait dépensé énormément d'argent sur le marché des Mhm. joueurs autonomes. Maintenant, ça a été des ajouts un peu plus ciblés. AJ Brown est via transaction, évidemment, mais je pense que ça a été de bons ajouts là, qui vont permettre justement aux Patriots d'avancer. Ouais, dans le cas de Vera Tucker, on va voir est-ce qu'il pourra rester en santé. Tu sais, il a principalement raté les 2 dernières saisons en raison de blessures, mais on a essayé d'améliorer la ligne à l'attaque, là, tu sais, en le mettant sous contrat, mais il doit démontrer qu'il sera en mesure de rester en santé. Il avait connu un très bon début de carrière avec les Jets de New York, justement, avant d'être victime de malchance avec des blessures. Mais écoute, ça devrait juste aider Drake May, là, l'arrivée d'A.J. Brown à Foxborough. Ça, c'était le secret le moins bien gardé. Hein, on savait que les Patriots et Mike Vrabel avaient de l'intérêt pour A.J. Brown, mais c'est exactement ce qui manquait à l'attaque des Patriots. Tu sais, l'année dernière, on en parlait. Oui, on a connu une bonne saison. Bon, le calendrier avait été facile, mais il manquait un ingrédient là, à cette attaque-là. Tu sais. Puis, je pense que c'était évident lors du Super Bowl. Bon, on va parler plus tard là, des déboires de la ligne à l'attaque, mais c'est exactement ce qu'on avait besoin du côté de l'attaque des Patriots. Finalement, on a un receveur numéro un. Tu as parlé de l'ajout de Dobbs. Ça fait en sorte que Bouté se retrouve sur le marché des transactions. On va voir si on va conclure une transaction avec une des équipes au cours des prochaines semaines. Mais en plus de ça, c'est que Drake, mais ses passes dans les zones profondes, sa précision, son doigté
dans les zones profondes est parmi les meilleurs de toute la NFL. Donc là, de le jumeler avec A.J. Brown, j'ai vraiment hâte de voir ça. Écoute, il y a deux côtés à une médaille. Le côté, l'avant de la médaille, là, le plus beau côté, c'est qu'A.J. Brown, je lisais même un article, là, des commentaires de Josh McDaniels qui disait, ce gars-là change une défense, change la philosophie d'une défense. Tu parlais, est-ce qu'on a un plan de match pour DJ Moore à Ouais, Buffalo, pour contrer DJ ouais, Moore? On n'en a pas. Là, on va en avoir un pour ben, c'est A.J. ça. Brown. C'est exactement Ça, c'est ça vrai quand on receveur parle numéro de un. exactement. Ça change la dynamique d'une équipe. Dans la zone payante également, les Eagles, c'était pas une équipe qui passait beaucoup au cours de la dernière saison et également dans la zone payante, on allait davantage au sol. Par contre, si on regarde l'autre côté de la médaille, c'est un gars qui va avoir 30 ans bientôt. C'est un gars qui a eu des problèmes de genoux dans le passé. Mais si on regarde en termes de joueurs de football, on dit que c'est correct là, du côté des Pats, mais je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Ça, c'est peut-être le pessimiste en moi. Mais si je veux être optimiste, je pense que AJ Brown, ça change Ou la le partisan philosophie des d'une équipe, Eagles d'une en toi. défense. Ouais, c'est ça exactement. C'est Ça comme les change une partisans des Eagles. dynamique Toi, tu veux pas complètement. voir A.J. Brown connaître du succès, hein? Dans ton fort intérieur. Non, Tu non, veux pas non, voir non. A.J. Brown connaître Je du suis, succès? J'essaie d'être sérieux et objectif dans ce podcast. Non, mais écoute, ça va changer le visage. Puis écoute, la défense, c'est ça, on va porter une attention particulière. Puis ça peut juste aider justement les autres receveurs et Drake May. Oui, non, Charles, ça, écoute, on a le même avis là-dessus. Non, j'ai bien hâte de voir ça, là, parce que d'ajouter un receveur de la trempe de A.J. Brown, tu sais, ça va juste accélérer le développement de Drake May. Et puis Drake May, là, on a remarqué là, la grande amélioration qu'il y a eu de sa première à sa deuxième année. Souviens-toi, lorsque Stephen Diggs a débarqué à Buffalo, comment ça avait aidé Josh Mhm. Allen afin de, tu sais, de passer à l'étape suivante d'une certaine façon. Alors là, potentiellement, l'arrivée d'A.J. Brown à Foxborough, ça pourrait avoir le même impact sur Drake May, qui lui vient de connaître. Alors, écoute, il était finaliste au titre de joueur par excellence de la NFL la saison dernière. Puis là, avec l'arrivée d'A.J. Brown, ben c'est ça, là, tu sais, ça pourrait accélérer son développement. Moi, j'ai bien hâte de voir ça. Et Romeo Dobbs, c'est pas un receveur vilain non plus, là. C'est une grosse cible. Également, il Mhm. est quand même assez imposant. J'ai hâte de voir, là. On a vraiment deux bons receveurs de passe. On se souvient l'année dernière, on avait une myriade de receveurs de passe qui est Sean Boutte, puis tous ces gars-là. J'ai hâte de voir là, avec des deux receveurs vraiment un, deux bien établis. Écoute, un gars comme la recrue Cal Williams là, qu'on a vu sporadiquement, mais écoute, il a capté Oui, c'est 10 vrai. ballons la saison dernière, mais il a 3 touchés. J'ai trouvé explosif par moment. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir davantage. Bref, j'ai hâte de voir Didier. Non, moi aussi, mais afin de repérer là, ces receveurs-là, là, afin Et que voilà. Drake May soit en mesure de jouer avec ses nouveaux jouets, il doit avoir du temps pour les repérer. Lors des éliminatoires, tu sais, on s'est rendu au Super Bowl, on va se dire, principalement grâce à la défense. Puis le fait, bon, qu'on a affronté Houston avec bon, la carrière avec C.J. Stroud, qui lui, ben, dès le début de la rencontre, là, tu voyais, il faisait tout dans son possible afin de remettre le ballon à la défense des Patriots de Nouvelle-Angleterre. On en a profité. Mais donc, c'est ça. Ben, si on n'est pas capable de bien protéger Drake May, il ne pourra pas repérer ces receveurs de passe-là. Alors, ça nous amène à parler du mal-aimé à Foxborough. Je parle bien sûr du bloqueur à gauche de deuxième année, Will Campbell. On n'a pas oublié sa contre-performance lors des matchs éliminatoires, sa mauvaise fin de saison. Mais il faut dire qu'il est ennuyé par une blessure à un genou. Tu sais, je ne veux pas le défendre, mais ça a été un facteur dans ses contre-performances aussi. Exactement, exactement. Écoute, pour vous donner une idée, là, dans le chart des positions sur ESPN aujourd'hui, ben, c'est un certain James Hudson qui est devant lui, imagine-toi donc. J'imagine que, écoute, on est juste au mois de juillet, faut pas partir en peur non plus. Mais oui, il était blessé et je pense que Will Campbell, c'est un gars talentueux. Didier, faut juste, on va se poser encore la question, est-ce qu'il est à sa position idéale comme bloqueur à gauche? C'est ça la question qu'il va se poser. Moi, je pense qu'il peut y arriver. Je pense que la blessure, ça jouait pour beaucoup. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Parce que Will Campbell, lorsqu'il jouait à LSU, et que les Tigers affrontaient des équipes avec des bons ailiers défensifs, ben, il y avait des ennuis, Marc-André. Tu sais, je parle de joueurs qui ont été repêchés, tout comme lui, dans la NFL. Euh, on voyait là, ses faiblesses, le fait que ses bras sont courts, puis son style de jeu aussi, Marc-André. Tu sais, parce qu'il n'a pas un physique imposant là, non plus là, en tant que bloqueur. Tu sais, on parle de ses bras qui sont courts, mais tu sais, physiquement,
c'est pas un joueur qui est imposant. Et son style de jeu, il joue comme si justement il avait de longs bras, comme s'il était un bloqueur, tu sais, avec des bons pieds, alors qu'avec son type de physique, ben, il doit être un bloqueur qui est agressif, tu sais, qui va essayer d'attaquer les joueurs de ligne défensive plutôt que, ben, c'est ça, tu sais, lorsque c'est des jeux de passe, il va reculer comme s'il avait des longs bras, puis ça fonctionne tout simplement pas, parce qu'on le voit, là, il se fait reculer jusqu'au quart arrière, il n'est pas fort physiquement. Donc, c'est un joueur qui doit changer son style de jeu, selon moi, jouer de façon plus agressive afin d'avoir une chance de connaître du succès à la position de bloqueur. Parce qu'il ne faut pas oublier, on a repêché un bloqueur en première ronde, là, Caleb Lomu, du côté des Patriots. Puis, on n'a pas arrêté de dire durant la saison morte, non, non, Lomu, on veut l'envoyer éventuellement à la position de bloqueur à droite. Mais moi, j'y crois pas à ça. Moi, personnellement, j'y crois pas à ça parce que c'est pas comme s'il avait connu une bonne saison, Will Campbell, l'année dernière. Puis encore une fois, les ennuis qu'on a vus qu'il avait du côté de la NFL, il avait les mêmes ennuis, c'était les mêmes points d'interrogation qu'on avait à son sujet lorsqu'il jouait à LSU. Si on parle maintenant de la défense rapidement, une défense qui était élite l'année dernière, là, on a un front défensif quand même intéressant avec Milton Williams, Christian Barmore, entre autres. L'arrivée de Kevin Byard, Didier, tu en penses quoi du côté des Pats? Ouais, vétéran Kevin Byard. Écoute, j'aime ça, tu sais, c'est ça, on a ajouté quelques vétérans. Ce que j'aime, c'est l'ajout de Draymond Jones. Parce que Draymond Jones, c'est un chasseur de quart, mais il peut jouer autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Tu sais, autant il peut chasser de carrière de la position de plaqueur que celle d'ailier défensif. Ça, c'est le genre de joueur, justement, que Mike Vrabel, c'est le genre de joueur sur lequel il aime compter. Alors moi, c'est vraiment l'arrivée de Draymond Jones que j'aime. Puis on sait, Patriots ont une excellente ligne défensive. On l'avait vu lors des matchs éliminatoires avec Milton Williams et compagnie. Milton Williams, qui en première demi était constamment dans le champ arrière durant le match du Super Bowl. Alors, c'est ça. Moi, l'arrivée de Draymond Jones, j'aime bien ça. Et Kevin Byard, ben, c'est un maraudeur d'expérience. Il a connu une belle saison l'année dernière avec les Bears, mais c'est sûr que à ce stade de ta carrière, tu te demandes, OK, est-ce que là, c'est l'année où ben, il va ralentir parce qu'il est dans la trentaine, puis tu sais, lorsque tu joues en position de maraudeur, de demi de coin, lorsque tu joues dans la tertiaire, quand tu commences à perdre de la vitesse, des fois, ben, c'est ça, tu te fais exposer très rapidement. Alors ça va être quelque chose à surveiller dans le cas de Byard. Et il y a Christian Gonzalez aussi, ça c'est une chose qui sera surveillée, le demi Ah, de coin l'excellent étoile. Christian Gonzalez. Oui, demi de coin étoile qui est à la recherche là, d'un nouveau contrat, d'une prolongation plutôt de contrat. Les négociations n'ont pas encore lieu. Bref, ça fait couler beaucoup d'encre là, dans les journaux à Boston. Mais j'ai hâte de voir là, si justement ça sera une distraction, ça aussi, pour l'équipe durant la saison. Ouais, je crois pas, parce que surtout, tu sais, autrefois, les joueurs pouvaient faire la grève. Ils ne se présentaient pas au camp d'entraînement. Mais là, depuis la nouvelle convention collective, ben là, les joueurs perdent, j'ai oublié c'est quoi le montant par jour, le montant maximal que tu peux être mis à l'amende si tu es absent du camp d'entraînement. Là, c'est la raison pour laquelle ben, on ne voit plus les joueurs faire la grève lors du camp d'entraînement. Du moins, on en voit très peu maintenant comparativement à avant. Parce que écoute, là, tu perds énormément d'argent là, très rapidement. Alors, je crois pas que ça va être une distraction. Gonzalez mérite d'avoir une prolongation de contrat, puis éventuellement, il va l'avoir. Les Patriots le savent, là. Il est un des meilleurs, pas jeunes demi-de-coin de la NFL, mais je pense qu'il nous a prouvé avec la saison qu'il a eue l'année dernière. Il est un des meilleurs demi-de-coin de toute la NFL. La position de demi-de-coin, ben, ça demeure une des positions les plus importantes sur le terrain. On a reçu une question de Emile Ross 87 sur Instagram qui nous demande: Bonjour les gars, croyez-vous que les Pats auront autant de succès que l'an passé avec l'horaire de cette année, le calendrier qui va être pas mal plus difficile que l'année dernière, Didier? Ah, le Oui, calendrier merci. des Pats. Oui, oui, merci Emile pour ta question. Écoute, les Patriots, c'est le genre d'équipe qui pourrait être améliorée, mais ne pas avoir une aussi bonne fiche que la saison dernière. Et puis je crois que c'est ça qui va arriver parce que, écoute, l'année dernière, tu sais, lorsqu'on a commencé là, notre avant-goût de la section Ouest, ben c'est ça, tu sais, on a parlé de la fiche des Patriots, c'était quoi, 14-3 l'année dernière? Puis le calendrier Mhm. était facile. Je sais que les partisans des Patriots, tout au long de l'année, tu t'en souviens, ils nous écrivaient, puis là, ils trouvaient qu'on était dur envers les Patriots, mais c'était la réalité, le calendrier était facile. Tu sais, c'était ça. Calendrier sera plus difficile, comme Émile l'a souligné, mais je crois que les Patriots euh, pourraient être une meilleure équipe
qu'ils l'ont été en 2025, mais ça ne va pas nécessairement se refléter au niveau des victoires et défaites, étant donné que leur calendrier sera plus difficile. Et la preuve, c'est que le total de victoires, on parle des finalistes du Super Bowl ici, est à 9,5 seulement. Ça, c'est quand Mhm. même assez révélateur, Didier. Et Ouais. j'ose te rappeler l'écart que les Pats ont affronté en 2025. J'ai la liste devant moi. Geno Smith, Spencer Rattler, Cam Ward, Dylan Gabriel, Michael Penix, Bryce Young et Andy Dalton, Justin Fields, Joe Flacco, Tua, Aaron Rodgers, Josh Allen, Baker Mayfield. Ouais. Et on le voit ici sur le tableau, hein. Les Patriots, l'année dernière, ils ont vécu seulement une équipe qui avait un dossier supérieur à 500. C'était les Bills de Buffalo. C'est là qu'on avait commencé à prendre les Patriots au sérieux lors de la 5e semaine d'activité. Je me souviens bien, c'est un match du dimanche soir, si ma mémoire ne fait pas défaut. Alors, tout ça pour dire, je vais quand même y aller avec plus de 9 victoires et demie pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, moi, de mon côté. Toi, Même chose plus ou pour moins moi, 9 victoires et demie? Ah ouais? mais je pense pas qu'on atteindra le plateau des 14. Et Non, non, non. je pense que 10 ou 11, c'est faisable. Et ça m'amène à la question de Jean-François Rousseau sur Instagram qui nous demande pourquoi les Patriots ne pourraient pas répéter leurs exploits de 2025, Didier. Oui, bah oui, salut Jean-François. Écoute, Marc-André, j'avais rencontré Jean-François lors de la semaine du Super Bowl l'année dernière à San Francisco. On logeait dans le même hôtel. Puis je m'en allais prendre mon déjeuner. Puis là, il s'est mis à me parler. Là, j'étais surpris d'avoir entendre quelqu'un qui me parlait en français, naturellement, en étant à San Francisco. Puis là, il m'avait dit qu'il écoutait le podcast et tout. En tout cas, salutations à Jean-François. Ben, c'est ça, on vient de le dire. Hein, pourquoi les Patriots ne pourront pas répéter leur exploit de l'année dernière? Écoute, peut-être qu'ils pourraient se rendre au Super Bowl. On parle de la saison régulière. En termes de fiches, les deux, on s'entend. Probablement que les Patriots n'auront pas 14 victoires comme l'année dernière. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas se rendre au Super Bowl. Par contre, alors, s'ils se rendent au Super Bowl, ben, ça serait justement de répéter leur exploit de la saison dernière. Alors, une fois en éliminatoire, tout peut arriver. Puis moi, je crois que les Patriots ben, vont participer au match éliminatoire. Je pense qu'on va participer au match éliminatoire, mais je pense pas qu'on va se rendre aussi loin. Écoute, ça sera les mêmes formations là, qu'on risque de revoir en éliminatoire, si vous voulez mon avis. On parle des Broncos, les Bills, je veux dire, dans la AFC. Un retour peut-être en force des Ravens, des Bengals, on en a parlé. Bref, mais oui, ça sera difficile d'accéder au Super Bowl, je pense que... Mais excuse-moi de Mais t'interrompre, mais des équipes que tu viens de mentionner, est-ce qu'il y en a une qui te fait réellement peur? Hein? non, Dans non. l'américaine, tu sais, c'est ça. Mais les C'est une des Pats raisons te pour font laquelle les Patriots, peur. ils ont un beau potentiel avec l'arrivée d'A.J. Brown, le développement de Drake May, tu sais, qui nous a démontré qu'il a le Mais potentiel ça de te fait devenir un peur? grand quart arrière. Mais est-ce que les Patriots me font peur? Pas encore. Pas encore. Il faut voir comment la saison va se dérouler, mais ils sont clairement améliorés. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment améliorés comparativement à l'année dernière. Alors, dans l'association américaine, où il n'y a pas d'équipe dominante, leurs chances sont aussi bonnes que toutes les équipes que tu viens de mentionner, je crois. C'est quoi pour toi une équipe dominante? C'est les Rams? C'est les Ouais, les Seahawks? Rams ont le potentiel d'être dominants, absolument. Les Seahawks, avec leur défense, quoique là, bon, on va voir qu'est-ce qui va arriver à la position de porteur de ballon. Qui d'autre hein, dans la NFL? Qui me manque? C'est du côté de la NFC, c'est sûr, c'est pas du côté Les de Lions, l'américaine. les Packers, les Bears, Ah, il y a des points d'interrogation du côté des Lions, Eagles, là. Ça va Cowboys, déplaire à Guillaume d'entendre ça, là. Euh, Écoute, les Cowboys, on va voir Niners. défensivement si la défense peut être juste moyenne. Tu sais, les Cowboys devraient en marquer beaucoup de points. Tu sais, c'est ça, je pense que les Rams, ça serait la seule équipe avec laquelle je me sentirais à l'aise de leur mettre l'étiquette d'une équipe qui a le potentiel d'être dominante en 2026. On va voir comment la saison va se dérouler, mais ça serait la seule équipe. Écoute, l'année dernière, on n'a pas eu d'équipe dominante. Tu sais, les Ben, Patriots ont si fini Bo Nix 14 se et blesse 3, pas, mais moi je pense que les Pats sont pas au Super Bowl. Ouf, là je vais dans la take. ben, le match, écoute, ça aurait augmenté les chances des Broncos de gagner le match, on s'entend, là. Jared Stidham n'avait rien fait, là, durant cette rencontre-là. Et en plus, il y avait eu la tempête de neige. Mais je serais pas prêt à dire que les Broncos auraient nécessairement gagné ce match-là, parce que Bo Nix est inconstant. Bo Nix est inconstant, donc non, non, j'aurais Tu pas été parlais prêt à dire que... d'inconstance, des performances de Drake May en éliminatoire face à des bonnes défenses.
Ouais, je l'ai dit tout ça tout à l'heure. Tu sais, on a eu des ennuis à le protéger aussi et également, mais écoute, moi, je pense pas que ça aurait été dans la poche nécessairement pour les Broncos de Denver, juste parce que Bo Nix aurait joué. Tu sais, combien de fois Bo Nix, durant les 3 premiers quarts, il fait absolument rien. Là, c'est au 4e quart qu'il réussit à se faire en marche, à se mettre en marche. Et s'il aurait été capable de le faire, bon, on n'aura jamais la réponse à ça. Tout ce que c'est que le match est joué, Bo Nix n'était pas là et les Patriots ont gagné. On peut juste y aller avec qu'est-ce qui est arrivé. Mais non, écoute, tu sais, qu'est-ce que je souhaiterais voir? Ça serait de voir une reprise du match de championnat de l'Américaine cette année entre les Broncos et les Patriots, puis là que Bo Nix soit en santé. Là, ça réglerait, ça réglerait, ça me donnerait une réponse potentiellement à la question que tu viens de poser. Absolument, absolument. Ouais, parfait. Ben écoute, on va y aller maintenant du côté fantasy pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Drake May, écoute, l'année dernière, il a été solide en tant que carrière fantasy. Là, avec l'arrivée de ton favori, AJ Brown, là, j'imagine que ça doit être positif là, pour Drake May en termes de fantasy. Oui, c'est positif. Plus de 20 points par match en 2025. Carl numéro 2 au niveau fantasy. 450 verges aussi qu'il a ajouté au sol et 4 touchés. Ça, c'est non négligeable. Je vous parlais à quel point c'était le fun, là, les cartes qui ajoutent la production au sol. C'est vraiment intéressant. Évidemment, on vient d'en parler en longuement. Le calendrier était facile en 2025. Ça a été plus difficile en éliminatoire. Ses performances, oui, il y a eu de la ligne à l'attaque, mais aussi ses performances à lui. Texans, Broncos, Seahawks, c'était potentiellement les 3 meilleures défenses de la NFL. En éliminatoire, ça a moins été facile. Drake May, en ce moment, c'est Mhm, un choix de 6e ronde. Est-ce que je trouve que Drake May en 6e ronde ou un Dak Prescott peut-être en 8 ou 9e ronde, ça vaut est-ce que Drake May vaut la sélection de 6e ronde versus un Dak Prescott un peu plus loin? Je ne sais pas encore, mais je pense que Drake May a le potentiel d'être dans le top 5 au niveau fantasy, assurément, voire le top 3. Mais je me questionne sur justement s'il peut intégrer un top 3 de façon constante dans les prochaines années. Mais écoute, avec AJ Brown, je pense que le potentiel de Drake May vient de prendre une autre coche. J'adore Drake May cette saison comme carrière arrière là, au niveau fantasy. ouais, puis là, tu vois, avec ton énumération là, des adversaires, tu sais, des Patriots en éliminatoire, ça répond un peu à la question que tu me posais. Et on a affronté les 3 meilleures défenses de toute la NFL en éliminatoire. Tu sais, il y a combien de carrières à leur deuxième année? C'est ça, il ne faut pas oublier, c'est juste la deuxième saison de Drake May. Il y a combien de carrières de deuxième année qui auraient du succès successivement face aux Texans, les Broncos et les Seahawks? Wow! Tu sais, tu peux pas avoir 3 meilleures défenses que ça. Alors maintenant, Trayvon Anderson. On avait beaucoup d'espoir pour lui l'année dernière. Puis là, bon, finalement, il n'a pas été utilisé autant qu'on l'anticipait. Mais là, tu sais, je lisais les articles de gens qui couvrent les activités quotidiennes des Patriots. Il y a beaucoup d'engouement là, envers Trayvon Anderson. Écoute, on a même reçu une question à cet effet-là, à savoir est-ce que TreVeyon Mhm. Anderson, on devrait prendre TreVeyon Anderson dans notre pool? C'est une question de William Ouais. Turner, là, qui est. C'était-tu le père dans Pirates des Caraïbes? Ou J'ai vu non, les Pirates des Will Caraïbes. Turner. Désolé. Will Turner, Un non, autre c'était film Orlando ajouté à ma Bloom. liste que j'ai jamais vu. OK, on va arrêter ça là. Mais Désolé. oui, Will Turner, Désolé. c'était Orlando Bloom. OK, Ouais. est-ce que ça vaut la Ah, peine je de sais qui est prendre Orlando TreVeyon? Bloom à cause de Lord of the Rings. Il jouait dans Lord of Ouais. the Rings, mais j'ai pas vu Pirates Ah, des c'est Caraïbes. Pirates des Caraïbes? Ah bon, OK. Est-ce que Ouais. ça... Je vais Ben, c'est arrêter pas là. ça en français, non? C'est pas... Oui, Non, oui, ben, c'est pas ça exactement. le nom en français. Ouais, ok, ok, ok. Mais est-ce que ça vaut la peine, oui, de prendre TreVeyon Anderson dans mon pool avec la présence de Ramondre Stevenson dans le champ arrière? Merci les gars et continuez comme Ouais. ça. Merci Will pour ta question. Écoute, c'est difficile parce que je suis un fan de TreVeyon Anderson. Puis lorsqu'on l'a vu sur le terrain, il était productif. En fait, quand on l'a vu sur le terrain, quand Ramondre Stevenson n'était pas là, il était productif. 327 verges, un touché lors des 8 premiers matchs. On se demandait qu'est-ce qui se passait. Il y avait des matchs qui n'étaient même pas Ouais. utilisés dans l'attaque de Josh McDaniels. Par la suite, Ramondre Stevenson se blesse. 805 verges, 9 touchés lors des 8 dernières semaines. On arrive en éliminatoire. C'est Ramondre Stevenson. TreVeyon Anderson voit à peine le terrain. Je ne sais pas ce qui se passe en Nouvelle-Angleterre. Oui, je sais ce qui se passe. C'est qu'on est vieux jeu.
du côté des Pats. On veut que les porteurs de ballon fassent les petites choses là, en situation de bloc et tout. Et je pense que Ramondre Stevenson excelle et c'est lui le vétéran. Je sais que Travion Henderson, Will, c'est le gars le plus explosif et de loin des deux porteurs de ballon. Mais je me questionne si les Pats sont rendus à lui donner la totalité des responsabilités parce que justement, on est encore vieux jeu. J'ai peur, Will, de revivre cette situation-là encore une fois cette année. J'ai peur justement qu'il soit encore un peu le second violon. Il est le porteur de ballon numéro 22 en ce moment, choix de 5e ronde. Je vous dirais que ça me fait peur. Moi, j'allais dans un keeper, Travion Anderson, puis je crois que je vais le keeper, mais dans un pool redraft, j'ai peur. J'ai peur justement que parce qu'on est de la vieille école du côté des Pats, que ça joue en sa défaveur et écoute, on parle de choix de 6e ronde, un choix, pardon, de 5e ronde. J'ai peur que mon choix de 5e ronde soit un coup d'épée dans l'eau. Est-ce que vous devriez le repêcher? Ça dépend. Dans un pool keeper, je vous dirais oui, parce qu'il est jeune, parce qu'il est talentueux. Dans un pool de type redraft, que vous refaites un repêchage année après année, moi, je passerais cette année. Laisse-moi te réconforter, Marc-André. Une des raisons pourquoi Henderson, ben, on l'utilisait moins en éliminatoire, c'est en raison des ennuis de la ligne à attaque, au niveau de la protection. Parce que Henderson, porteur de ballon recru, malgré le fait qu'à Ohio State, on disait que c'était une de ses forces, justement, afin de bloquer pour protéger carrière. Mais là, arrivé dans la NFL, ben, c'est ça, là, les schémas sont beaucoup plus complexes, c'est beaucoup plus difficile. Puis au niveau de cette facette-là de son jeu, ben, la transition n'a pas été aussi facile qu'on l'anticipait. Alors, jumelé à la mauvaise ligne à attaque, tu ne peux pas le mettre sur le terrain parce que le porteur de ballon est la dernière ligne de défense pour protéger le carrière. Alors, si, durant la saison morte, il a été capable d'améliorer cet aspect-là de son jeu, ben, ça va lui permettre d'avoir plus d'opportunités, de passer plus de temps sur le terrain et peut-être justement de voler des portées à Ramondre Stevenson parce qu'on l'a vu, une fois qu'il avait le ballon dans ses mains, Anderson, il savait quoi faire. Là. Il est explosif, comme tu l'as mentionné. Mais le fait qu'il avait des ennuis en protection, ben, c'est ça qui a fait qu'on ne l'a pas vu énormément sur le terrain lors des éliminatoires. Maintenant, T'es comme, AJ t'es Brown. comme, Ouais, vas-y. t'es comme, tu viens de me mettre un petit peu de VIX là, sur ma bédaine en me disant ça. Ouais, ouais, c'est ça. Je t'ai dit, j'ai été réconforté. Là. J'ai été aidé à te faire sentir mieux. Là. Lance pas la serviette dans le cas de Trayvon Anderson. Alors maintenant, AJ Brown, ton ancien receveur favori lorsqu'il portait les couleurs des Eagles de Philadelphie, je te demande de rester objectif comme tu l'as été tout à l'heure lorsqu'on parlait d'AJ Brown. En fantasy football, non, mais sérieusement, là, écoute, il y a un beau potentiel hein, en termes de fantasy pour lui. Top 10 à la position de receveur de passe lors des 4 dernières saisons et même s'il lit des livres là, sur les lignes de côté de temps en temps. Avec les Pats, on va voir un meilleur volume de passes là, du côté de l'attaque des passes parce qu'on était parmi les meneurs dans la NFL versus les Eagles qui étaient dans le dernier tiers de la ligue. Philadelphie l'année dernière, 32e pour le pourcentage de passes à l'intérieur de la ligne de 10 en 2025. Tandis que les Pats étaient dans le milieu de peloton 15e. Juste ça, ça va faire une différence parce que A.J. Brown, c'est une cible de choix dans la zone payante et également à l'intérieur du 10. C'est un choix de milieu de deuxième ronde. J'adore A.J. Brown parce que je pense qu'il y a un potentiel énorme avec Drake May. Son genou, son âge, ça ne m'effraie pas. Je pense, et en plus, comme c'est le nouveau joujou, on va avoir de l'attention. Je suis convaincu qu'il va avoir un début de saison fracassant, A.J. Brown. C'est ce genre de type de joueur-là. On va vouloir le cibler à outrance du côté des Pats. On veut avoir raison. Je pense que A.J. Brown là, pourrait rebondir Ouais. là, et connaître une très grande saison. Ouais, je suis d'accord avec toi. On va vouloir bien paraître là, du côté des Patriots. Exact. Josh McDaniels, là, ça fait longtemps là, qu'il décide des jeux pour A.J. Brown. Donc, ouais, je vois ça exactement de la même façon que toi. Là. Mm. En tout cas, je vais vraiment être surpris s'il ne connaît pas un bon début de saison dans l'uniforme des Patriots de l'Angleterre. Bon, ben écoute, Marc-André, c'est Effectivement. le moment où on va se mouiller un peu. On va y aller de nos prédictions en termes de classement. Mais là, comme tu me l'as souligné la semaine dernière, là, t'endossais pas mon tableau, mon classement de prédictions. C'était quoi la semaine dernière? C'était la section nord de l'américaine. Tu as dit Ouais. non, moi, j'endosse pas ça. Bon, ben parfait. Alors, dorénavant, tu vas également nous dévoiler ton tableau de classement de prédictions. Alors, on va y aller. La section S de l'américaine. On va y aller avec mon tableau à moi, oui. Mes prédictions pour moi en premier lieu, où on a les deux en même temps. Ah, ok, bon, ben c'est le mien en premier, Marc-André. Alors, tu vois, je vais avec les Patriots. Moi, je crois que les Patriots vont répéter à titre de champion de division.
Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'ils vont être une meilleure équipe, mais ça ne va pas se refléter au niveau de la fiche. Alors, j'aurais donné un dossier de 10-7. Les Bills, on en a parlé en long, en large. Je les vois terminer au deuxième rang, 9-8. Les Jets, 5-11. Et les Dolphins, 4-13. Si on gagne 4 matchs, ça va être déjà beau du côté des Dolphins. Mais maintenant, j'ai hâte de voir, moi, ton tableau classement de prédiction là, pour la division. Allez, Marc-André. J'ai bien hâte de voir ça, si ça va être similaire ou non. Moi, les Bills, je les mets en éliminatoire vraiment. Je les mets même meneur de division à 12-5. Moi aussi, je pense que les Pats vont avoir une Rien de régression moins. en termes de victoires. Hmm. Ouais, à 10-7. Les Jets, j'ai dit tantôt moins pour 5 victoires. Pour 5,5. Écoute, je les ai mis à 5. Et les Dolphins, mon Dieu. Mais écoute, j'ai mis 2, là. Mais écoute, ça sera pas facile. Ça Oui, sera pas 15. facile. Mais, Non, ça, mais non. moi, Didier, moi, Didier, la question qui me vient en tête, là, les Bills 9 et 8, les exclus-tu des éliminatoires? Hmm. Il pourrait les faire de justesse, parce que c'est vrai, à 9-8, tu peux rater les éliminatoires. Tu sais, je l'ai dit, là, moi, je trouve que les Bills ont beaucoup de points d'interrogation. Il y a énormément de points d'interrogation. Je ne suis pas certain que Joe Brady est la solution au poste d'entraîneur-chef. On va voir, tu sais, il a jamais été entraîneur-chef. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais ouais, moi, j'ai pas de difficulté à m'imaginer un scénario où Buffalo pourrait rater les éliminatoires, personnellement. Intéressant, intéressant. La Bill Mafia, là, vous savez, écrire à Didier en privé, c'est le temps. Non, c'était joke. Ouais, 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 je suis capable d'en prendre, je suis capable d'en prendre. Ouais, ouais, je suis Non, capable non, d'en non. prendre. Il n'y a rien là. C'est des blagues. Je souhaite me tromper, et comme je l'ai dit, j'ai de Oh, l'affection ouais, pour non, non, les c'est des Bills. blagues, Didier. Mon joueur favori quand j'étais jeune, c'était Bruce Smith, numéro 78, je l'adorais. Mais c'est ça, j'ai pas aimé la saison morte du côté de Buffalo. En tout cas, on va voir, peut-être que j'ai tort, peut-être que j'aurai raison. Bref, on verra bien. Bon, ben écoute, Marc-André, hey, je te remercie pour ta contribution pour cet épisode du podcast. On remercie bien sûr Guillaume également à la technique. On espère que cet épisode du podcast Sac du Cœur vous a plu et on vous reparle la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.